J'organise un dîner de cons avec, Teddy Boy RSA. Alors, c'est une longue histoire. Vous vous souvenez sûrement du débat qui m'a opposé à Greg Tabibian il y a quelques jours. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller le voir. On s'est opposé sur la notion de confusionnisme avec Greg. On a parlé quasiment 3 heures et ça a pu, permettre justement, d'éclaircir peut-être certains points et moi je pense avoir pu montrer pourquoi je reprochais à Greg Tabibian d'être un confusionniste et avoir un peu défini ce qu'était le confusionnisme, notamment dans l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Teddy Boy RSA, qui est un vieux youtubeur, ça fait, non pas qu'il soit vieux, mais ça fait peut-être 10, peut-être 15 ans, peut-être pas 15 ans, mais je sais pas, voilà, peut-être 10 ans qu'il est sur YouTube à organiser des lives. Vous le connaissez d'ailleurs sûrement, hein, si vous êtes souvent sur du YouTube politique, un peu underground, mais pas tant que ça parce qu'il est quand même connu, hein, Teddy Boy. Et il a fait un live du coup de réaction à notre débat. Le live dure 8h50 et je vous promets, j'ai jamais fait de crise d'angoisse de ma vie, mais là, j'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse. J'étais vraiment pas bien quand j'ai allumé sa vidéo parce que j'ai vu en fait un mec s'humilier alors qu'il restait 8h40 de vidéo. C'est-à-dire dire, «Ah ouais, mais en fait, leurs débats, ils sont vraiment nuls». Déjà le mec il m'insulte, il dit que je suis con, des trucs comme ça et tout. Donc il place une personne étant conne, il explique pourquoi et on voit qu'en fait c'est lui qui a pas compris. On voit qu'en fait, il n'a pas compris les termes de base. Donc ça fait 15 ans qu'il parle de politique, le mec, il a toujours pas les termes de base et que du coup, il fait des contresens et que sur ces contresens, il va faire 8h50 de live en rageant tout seul, sans comprendre qu'en fait, il ferait bien d'ouvrir un bouquin ou Wikipédia ou je sais pas quoi, des fois, pour essayer de comprendre un peu des termes classiques, hein. Par exemple, il sait pas ce que c'est la police nationale. D'accord, bon, il sait pas ce que c'est la police nationale. Et il y a d'autres choses comme ça. Il parle de classe moyenne, de prolétariat, tout un tas de trucs qu'il comprend pas vraiment, ou il comprend pas vraiment où on veut en venir. Et c'est vrai que quand on fait ce genre de débat, avec Greg, moi je sais que quand je dis des choses, il comprend, et quand il dit des choses, bah, je comprends aussi au moins un peu les mots. Enfin voilà, je sous-estime pas, Greg au point de penser qu'il sait pas ce que c'est la police nationale, par exemple. Donc quand je lui parle de la police nationale, je me dis: «Bah, il sait ce que c'est, l'institution française qui a été créée sous Vichy, qui est nationalisée, donc on fait des flics à un endroit et on les balance un peu partout sur le territoire». À gauche, on a une critique de la police nationale parce qu'on est pour la police de proximité. Mais Teddy Boy, en fait, il comprend pas ça. Donc quand je parle d'abolir la police nationale, lui, il pense que je parle, d'abolir toute forme de police. Donc il est là: «Oui, il est complètement con et tout». Il s'emballe sur des trucs comme ça et en fait, bah, c'est 8h50 de trucs comme ça son live où, il comprend pas et comme il comprend pas, il s'énerve et il croit être un génie. C'est vraiment la définition du demi-habile. On croirait un enfant qui assiste à un cours de fac de maths et qui dit: «Ah mais non, mais ils sont débiles, les nombres, les nombres négatifs, ça n'existe pas. Ça existe pas, je comprends pas» ou «les nombres complexes, ça existe pas». Parce qu'en fait, il a pas notion que ça existe et lui, bah, il utilise ces petites notions qui sont pas vraiment des choses partagées, par, les gens qui essaient de penser la politique, c'est-à-dire ses propres définitions à lui qui sont un peu mal définies et tout et il va, se penser supérieur à Greg et moi et il va même insulter Greg, hein, il insulte pas que moi, il insulte surtout moi parce que c'est un type qui est plutôt de droite et du coup, il se dit: «Ah bah ouais, mais Paduring c'est la gauche», mais il insulte même Greg, et j'ai envie de te dire, Teddy, tu pas le niveau de Greg en politique. Donc je serais toi quand même, je prendrais un peu de recul, je me dirais: «Bon, Paduring a fait une vidéo sur moi, il m'a un peu humilié. C'est pas grave et c'est vrai, c'est pas grave. Tu peux toujours apprendre. Si tu veux, tu peux venir en MP, si tu veux, je te donnerai des trucs à lire, des choses comme ça, même des vidéos, hein. Si tu as la flemme de lire, il y a des choses qui peuvent te permettre d'apprendre un peu la base. On peut même parler si tu veux. Mais voilà, avant de revenir, parce que tu risques de te faire humilier de nombreuses fois, en fait, si tu réagis à des personnes, des grandes personnes alors que tu es petit, tu vois? Quand on est un enfant, on réagit pas à ce que disent les grandes personnes en les prenant de haut. C'est comme ça, tu vois? C'est comme ça. Donc du coup, bah, on va un peu react à tout ça. Alors on va, commencer le début, vous allez voir, lui ce qui l'a choqué déjà, c'est des choses par rapport à la classe moyenne. Vous allez voir ça. Mais vraiment, genre, je me suis vraiment énervé. Ils ont réussi à faire un débat gauche-droite marxiste, ce qui n'était pas le débat initial, sans une seule fois nommer la classe moyenne. Et je vais pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que c'est cette putain de classe moyenne dont je... Déjà la première phrase, je suis désolé, si, ceux qui connaissent pas trop le marxisme, déjà la première phrase elle est trop drôle parce que si tu fais un débat marxiste en général, tu parles pas de classe moyenne étant donné que la classe moyenne, c'est plutôt une notion non marxiste. Marxiste, on parle plutôt de couche moyenne, où on parle pas trop de classe moyenne parce que justement ça crée de la confusion, la classe moyenne, parce que la classe moyenne, c'est une classe qui est plutôt en rapport avec des revenus. C'est plutôt un type de niveau de vie.
Or, en marxiste, on parle vraiment de classe et le niveau de vie, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'un petit patron qui gagne 2005 ou un fonctionnaire qui gagne 2005 ou un prolétaire qui gagne 2005, ils ont pas forcément les mêmes intérêts tous les 3. Or, le marxisme essaie de comprendre l'histoire et pour comprendre l'histoire, il faut comprendre les intérêts de groupes sociaux et un restaurateur qui gagne 2005, il a pour intérêt le fait de payer, par exemple, moins de cotisations sociales et qu'il y ait, moins de jours de congé pour ses, employés. Pourquoi? Parce que comme ça, lui, il gagnera plus d'argent. Si ses employés ont moins de jours de congé, il peut employer quelqu'un en moins et il gagne plus d'argent. Un employé qui gagne 2 500 €, je sais pas, qui est, informaticien, dans un grand groupe, bah, lui, il exploite personne et donc il a plutôt intérêt à avoir plus de jours de congé et il n'a pas intérêt à ce que les cotisations sociales, payées par son patron baissent. Parce que ça va faire baisser, je sais pas, la sécurité sociale, ça va faire baisser, des choses qui lui profitent et lui, ça lui changera rien. Donc il y a une opposition d'intérêts, donc une opposition de classe entre cet informaticien qui est, salarié et puis, le restaurateur qui est un petit bourgeois, qui, exploite des gens pour vivre, sur une base de sa propriété, lucrative de son restaurant, quoi. Or dans la classe moyenne, bah, on retrouve les 2 parce que les 2 gagnent 2 500 € et c'est tout le problème de cette expression. C'est pour ça qu'en marxiste, on parle jamais de classe moyenne, on parle de couche moyenne et au final, on n'en parle même pas trop. Enfin, on préfère vraiment dire les classes précisément, la petite bourgeoisie, les professions intermédiaires, les fonctionnaires, enfin des choses comme ça. C'est quand même plus clair, on trouve. Donc qui se plaignent qu'on parle pas de classe moyenne dans un débat un peu marxiste, ça n'a pas trop de sens. Bon après le débat était pas si marxiste que ça, mais ça montre qu'il ne connaît pas, les grandes idées et c'est souvent le cas à droite. Ils sont toujours là, en train de dire: «Ah bah non, mais ils mettent tous les gauchistes dans le même panier en faisant un grand groupe comme ça et ils connaissent pas vraiment la différence entre ce que c'est quelqu'un qui est marxiste, ce que c'est quelqu'un qui est structuraliste, ce que c'est quelqu'un qui est, je sais pas, post-structuraliste, intersectionnel et tout. C'est des modes de pensée un peu différents. Voilà, il faut arriver à les connaître si vous voulez connaître la gauche, tout comme moi, je sais la différence entre, je sais pas, Alain Soral et Éric Zemmour. Alain Soral et Éric Zemmour, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que, Éric Zemmour, c'est plus un libéral, conservateur, identitaire. Alain Soral, il est plus dans un truc gauche du travail, droite des valeurs, donc il est pas vraiment dans le libéralisme. Mais par contre, il est aussi un peu, il est un peu identitaire, enfin, il a un combat anti-juif et tout, enfin, ce qui n'est pas le même d'ailleurs que le combat d'Éric Zemmour qui est plus anti-arabe. Enfin voilà, il y a quand même des différences à droite et on doit les connaître si on veut pouvoir les combattre. Or eux, ils font jamais l'effort intellectuel de connaître la gauche et c'est pour ça que du coup, bah, quand ils nous répondent, ça peut pas convaincre notre auditoire parce qu'ils tapent vraiment à côté, quoi. Vous rabat les oreilles. Aujourd'hui, en tout cas, c'est celle qui paye. Ok? Donc si ça vous intéresse pas, Ah, sa définition, c'est la classe moyenne, c'est celle qui paye. OK? bande de connards, qu'on existe, on va se faire exister. J'aimerais bien savoir. Et il fait quoi? Tu vendais pas des BD et t'es pas streamer, d'accord? C'est ça ton truc, toi, de mec qui paye de fou? J'aimerais bien savoir ce que c'est parce que moi j'ai un vrai boulot, hein. Voilà, par rapport à Teddy Boy, j'ai un travail, hein. Je travaille à l'hôpital public. Lui, il vend des BD à des incels, hein. C'est pas pareil, hein. Moi, ça sera mon résumé du débat. Et je n'ai pas été qu'un spectateur, puisque voyant que les mecs tournaient autour du pot en parlant de bourgeoisie et de prolétariat, des notions qui en France aujourd'hui n'ont plus aucun putain de sens, et je suis en train de me renseigner sur l'histoire de Marx, je suis même pas sûr que ça avait énormément beaucoup de sens à l'époque non plus, hein. Vous imaginez le degré de débilité, prolétariat et bourgeoisie. Ça me permet, c'est bien, ça me permet de faire un truc très, très, très vulgarisé pour que les gens comme lui comprennent. La bourgeoisie, c'est des gens qui détiennent les moyens de production lucratifs. Donc des gens qui peuvent faire de l'argent à partir d'un titre de propriété et qui peuvent exploiter des gens parce qu'ils ont la propriété de quelque chose qui permet de produire. Et donc ils disent, bah, je veux bien que tu viennes travailler, mais par contre, bah, je te paye tant. Et forcément, bah, ils payent la personne moins cher que ce que la personne rapporte. Sinon, ils n'emploieraient pas, hein. Les patrons, les bourgeois et patrons d'ailleurs, c'est pas exactement pareil. Je préfère dire les bourgeois. Ils t'emploient parce qu'ils gagnent de l'argent sur ce que tu fais. Sinon, ils t'emploieraient pas. Ça n'a aucun sens. Et donc du coup, ben ils sont opposés aux prolétaires qui, au contraire, eux, vendent leur force de travail, donc vendent leur force de travail à quelqu'un qui a le moyen de production en échange d'un salaire, en se faisant extorquer une partie de ce salaire, donc qui s'appelle la plus-value que garde le bourgeois. Et donc c'est pour ça qu'ils sont opposés. Et tant qu'il y a capitaliste, c'est-à-dire que tant qu'il y a moyen d'avoir une propriété privée, des moyens de production lucratifs, eh ben, il y a bourgeoisie et prolétariat. Alors évidemment, la bourgeoisie et le prolétariat du 19e siècle,
elle n'existe pas dans les mêmes formes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, tu avais souvent un type, il avait une usine, donc c'était le bourgeois, et puis il y a des prolétaires, ils bossaient dedans. Maintenant, bah, tu as des gens, par exemple des milliardaires, qui ont plein de firmes qui sont compliquées, avec des trucs de sous-traitance, des trucs financiarisés et tout, mais ça reste pareil, c'est-à-dire ça reste basé sur le fait qu'ils ont, à un moment donné, des titres de propriété. Et sous prétexte qu'ils ont ces titres de propriété, les gens travaillent pour eux en se faisant extorquer de la plus-value. Donc il y a toujours bourgeoisie et prolétariat, mais sous des formes un peu différentes aujourd'hui. Puis il y a des statuts aussi comme auto-entrepreneur qui sont un peu compliqués, dont on pourra parler, mais je pense que déjà pour lui, étant donné qu'il connaît rien à rien, c'est déjà bien qu'il se base sur une définition simple, et puis après on pourra faire les cas particuliers, par exemple l'auto-entrepreneuriat ou des choses comme ça. Mais évidemment, aujourd'hui, par exemple, lui, ce qu'il appelle classe moyenne, eh ben, si tu appelles classe moyenne quelqu'un qui gagne, je sais pas, 2005 et qui est salarié, bah, cette personne est dans le prolétariat. Cette personne est dans le prolétariat, au même titre que quelqu'un qui gagne 1004 et que quelqu'un qui gagne 4000 et qui est salarié. Et donc c'est tout le problème de la question du prolétariat aujourd'hui, c'est que ce prolétariat, il est un peu hétérogène. Parce qu'il y a des gens qui gagnent plus que d'autres, et celui qui gagne 4000, il n'a pas exactement les mêmes intérêts que celui qui gagne 1004. Et souvent, celui qui gagne 4000, il se pense bourgeois un peu, il se pense de la classe bourgeoise alors qu'il ne l'est pas. Donc ça crée toute une classe comme ça, managériale, qui est réactionnaire sur plein de plans, qui va un peu taper sur les prolos alors qu'ils en font un peu partie. Euh, ça crée des choses complexes. Mais en gros, c'est ça quand on parle de prolétariat. Lui, quand il parle de classe moyenne, le problème, c'est que ça comprend à la fois des gens qui gagnent 2005 et qui sont salariés, donc qui sont des prolétaires, et des gens qui gagnent 2005 et qui sont des petits bourgeois, qui ont une boutique, par exemple, et qui ne sont pas prolétaires. Et c'est pour ça que ça crée de la confusion de parler de classe moyenne. Et j'aimerais aussi revenir sur un truc qui dit la classe moyenne, c'est ceux qui payent. Bon, déjà, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a plein de gens qui payent, hein, tout le monde paye la TVA, par exemple, en France. Mais en plus de ça, c'est vraiment ne pas comprendre ce que Marx montre, ce que les marxistes ont montré, c'est-à-dire qui crée la valeur dans la société. C'est-à-dire que un type qui naît, imaginons que je naisse et j'hérite d'une très grande entreprise, de PSA par exemple. J'hérite de PSA, Peugeot, Citroën. J'ai plein de gens qui bossent pour moi sous prétexte que j'ai des titres de propriété. J'ai rien fait pour les avoir, hein, j'ai aucun mérite, mais j'ai hérité. J'ai hérité de titres de propriété. Donc les gens travaillent pour moi et j'engrange, grâce à mes actions et tout, dans la boîte, j'engrange énormément de plus-value comme ça et je gagne de l'argent. Sur cet argent, je vais payer des impôts. Et bien pour quelqu'un comme Teddy Boy, étant donné que je paye des impôts, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye, je sais pas, les profs, tout ce que fait l'État. Lui, dans sa tête, c'est comme ça. Sauf que l'argent, il vient d'où? Il vient du travail des producteurs. Et donc, s'en tenir à ceux qui payent l'impôt, c'est complètement débile parce que ceux qui payent l'impôt, parfois, je sais pas, un petit boulanger et tout, il paye l'impôt et l'argent qu'il paye, ça vient au moins en partie de son travail. Il a peut-être des employés aussi, mais le mec, il travaille dans son entreprise. Donc, je suis d'accord que ce mec, il fait tourner la société et il crée de la valeur. Mais ses employés aussi. Et s'il a des employés, c'est souvent que les employés, ils lui rapportent de l'argent. Sinon, il n'y aurait pas d'employés. Ça aurait qu'un intérêt d'employer quelqu'un si ça ne lui rapportait pas de l'argent. Donc, il produit de la valeur, mais il en garde plus pour lui que ses employés qui payent peut-être pas d'impôts parce qu'ils sont payés au lance-pierre, mais qui produisent aussi de la valeur dans une quantité où ils profitent moins de la valeur qu'ils créent que leur petit patron. Donc déjà, le petit patron est plus profiteur que ses employés. Et ça, il ne le voit pas parce que lui, quand il parle de classe moyenne, vous allez voir qu'il parle pas mal au final de la petite bourgeoisie et qu'il exclut les ouvriers et les prolétaires, selon ce qu'il dit. Mais en plus de ça, sa vision, elle nous ferait croire que le mec qui hérite de PSA, Peugeot, Citroën, c'est un mec qui donne beaucoup pour la société et fait tourner le pays, alors que les employés de PSA, Peugeot, Citroën, qui ne payent pas d'impôts parce que, ils payent la TVA, mais voilà, les mecs qui sont au SMIC et tout dans les usines, même si je suis pas sûr que ce soit tant au SMIC que ça, PSA, Peugeot, Citroën, parce que c'est quand même des boulots qui sont qualifiés et du coup, tu peux avoir des ouvriers qui vont gagner plus que le SMIC. Mais voilà, imaginons, il doit bien y avoir des gars au SMIC à un moment donné dans PSA, Peugeot, Citroën, même si c'est pas la majorité, ces gens-là ne payent sûrement pas d'impôts et pour lui, du coup, ils font pas tourner le pays alors que c'est de eux que vient la valeur créée, c'est de leur travail, c'est leur travail qui crée la valeur qui va se retrouver dans les impôts du mec qui a PSA, Peugeot, Citroën. Mais c'est pas le mec qui a PSA, Peugeot, Citroën qui fait tourner la société, en fait, c'est ses employés. Et c'est là où, comme il est confus sur les notions, il comprend plus rien, quoi. Il comprend plus rien. Parce qu'il n'y a pas de stats. Enfin, Marx ne sortait pas de stats. Il faisait de la théorie. Alors, bon, il n'a pas lu Marx. Hein. Marx, tu pourrais lire, tu peux pas lire ça parce que tu n'as pas le niveau, mais tu pourrais lire, par exemple, le tome 1 du Capital, le livre 1 du Capital, il y a des statistiques dedans. Les marxistes sortent des stats. Je vois pas d'où. Enfin, encore une fois, ça sort de nulle part, quoi, son truc. Voilà, Straight n'en pouvait plus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et ben j'étais bourré. Donc, j'ai commencé à gueuler. J'adore comment ces mecs peuvent se prendre pour des génies, quoi. Genre le gars, c'est un demi-habile total, il te dit ouais, le prolétariat et la bourgeoisie, même à l'époque de Marx, je suis pas sûr que ça existait, il sort pas de stats et tout, alors que de fait, déjà, il y a une définition, il donne une définition. Après, tu peux penser qu'il n'y avait pas de capitalisme à l'époque de Marx, mais Marx, il t'explique voilà, le procès d'extorsion de la plus-value, et puis les gens qui ont les moyens de production, les gens qui n'en ont pas. Enfin, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire que ça n'existait pas à l'époque de Marx, hein. Puis en plus de ça, il y a des stats. Dans les commentaires, mais alors vraiment à gueuler. C'est-à-dire, j'avais mon téléphone et j'enregistrais les commentaires en gueulant dans le téléphone avec l'option écriture. Et je faisais, dis donc, on vous emmerde pas, etc. Alors au début, je me suis fait insulter. Oui, Teddy Boy. Alors au début, c'était salut Teddy Boy. Après, j'ai vu qu'il y avait des meilleurs. Genre, il y avait Avener, Straight qui nous a rejoint après. Ah, salut, les meilleurs. Et je sais pas, je regardais le débat. Je me suis dit, bon, bah, moi, je commande jamais. Bah, heureusement que je commande jamais, hein, les gars. J'ai passé 1h30 à dire, dis donc, c'est dans mon baltrou. Allez, on envoie tous des donuts. À la fin, on était 30 à envoyer des donuts. Dans le cul, les 30%. Va travailler, pas du ring. Va payer les 30%, ta gueule. Vraiment. Bah, je suis désolé, Teddy Boy, mais moi, je travaille, hein, je sais pas ce que tu fais encore une fois, hein. Je veux bien, peut-être que tu travailles, auquel cas je m'excuse. Mais jusqu'à preuve du contraire, je vois pas pourquoi je me fais tacler là-dessus, hein. Et puis, je sais pas, je trouve que ça a un contre son camp. Je suis pas youtubeur professionnel, je suis pas streamer professionnel, je suis pas rémunéré à titre de mes streams et de mes vidéos YouTube. Lui, j'ai l'impression que si, quand même. Il profite un peu de cette notoriété créée sur Internet pour essayer de vendre des BD, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un boutiquier plus que moi quand même. L'enfer, quoi. Et alors, ce qui m'a. Ah non, mais moi, option de gueuler dans le téléphone, j'avais la fenêtre ouverte. J'ai dû être insupportable. Les voisins. Mais là, Greg Tabibian, il va perdre. Oh putain, Greg Tabibian, il se soumet. J'étais comme ça. Et dis donc. Oh. Oh, alors, là, il tient quelque chose. Vas-y, Greg. Oh, c'est dommage, t'as perdu. Enfin, c'était que ça pendant 1h30. Alors, justement, ça fait 2 semaines que je me dis peut-être qu'un jour, je vais réorganiser des débats sur ma chaîne en public. Débat contre moi ou débat entre les gens. Pas forcément avec des stars. Mais la notion de débat, je voudrais la remettre. Parce que je trouve, en les écoutant, les débats, et ben c'est vrai que ça réveille. C'est vrai que ça donne envie. Et c'est là où je voulais en venir un petit peu. C'est que j'ai écouté, c'était peut-être mou, mais l'absence de discours autour de la classe moyenne, par exemple, moi, ça m'a révolté. Et en me révoltant, bah, du coup, j'ai passé ma nuit et ma matinée à me redocumenter sur la classe moyenne, ce qu'on fait déjà avec Stray, parce que ils travaillent sur des documents là-dessus, etc. Ce que j'ai compris, du coup, ils travaillent avec un mec et ils essaient un peu de voir des notions. Ils en sont pas encore à la définition de base que tu peux trouver dans n'importe quel ouvrage je sais pas, de politique et tout, vraiment de débutants. Mais c'est bien, ils essaient de se renseigner. Mais encore une fois, l'histoire de la classe moyenne, c'est très étonnant en fait de pas comprendre que quand tu parles de bourgeoisie contre prolétariat, en fait, ça comprend les gens que lui, il appelle dans la classe moyenne, sauf que bon, ils ont pas forcément tous les mêmes intérêts, les gens de la classe moyenne. Mais lui, c'est ce qu'il croit et vous allez voir pourquoi. On a des inédits à vous sortir, mais on vous les sortira plus tard, mais c'est vraiment une notion qu'on approfondit, donc j'ai revu mes bases, pour voir si j'avais raison déjà, de gueuler, et je trouve que oui. Je trouve que nous, les classes moyennes, on a raison, et je vous montrerai dans les passages incriminés pourquoi. Et moi ça c'est ma hot take. Les mecs qui aiment bien utiliser la notion de classe moyenne, c'est parce qu'en fait, c'est un peu des parasites sociaux. C'est soit des petits boutiquiers, donc vous savez des youtubeurs comme ça, des gars qui vendent des t-shirts, des trucs, soit c'est des petits bourgeois, carrément, des commerçants ou je sais pas trop quoi. Et ils peuvent pas dire: «Bonjour, je suis un petit bourgeois, bon j'exploite 2-3 mecs et puis je vis en vendant du dropshipping». Ils peuvent pas dire ça, quoi. Et donc du coup, ce qu'ils préfèrent dire, c'est: «Ah bah non, je suis de la classe moyenne». Et c'est ça la douille de la classe moyenne. Et encore une fois, ça crée un peu de la confusion parce que ça les fait passer pour étant pareil que, je sais pas moi, une infirmière qui croule sous le boulot et qui gagne 1800 balles, quoi. Le gars qui est restaurateur, qui emploie un chef de cuisine, qui cuisine même pas et tout, il est là à avoir un restaurant dans une ville et à toucher de l'argent à la fin. Il gagne 3000 balles par mois, il dit: «Ah ouais, moi je suis de la classe moyenne, on s'en sort pas». Bah ouais, mais bon frérot, t'es un parasite social en fait, donc tu gagnes peut-être pas d'argent, mais en même temps, tu fais rien, tu fais ni la bouffe, ni le service, ni rien, t'es juste là à te croiser les bras et puis à te prendre une petite fessée par Philippe Etchebest de temps en temps quand les gens disent que c'est pourri ton resto, parce que t'as baissé tous les coups vers le bas et que t'as forcé ton chef qui aurait bien aimé cuisiner à faire du surgelé, quoi. Et cette notion de classe moyenne, elle est assez floue pour faire rentrer ces types-là dedans. Et je suis sûr, bah, tu demandes à, je sais pas, un type genre un psychodélique ou un Cro-Blanc ou des mecs comme ça qui doivent tourner à peut-être 6 7 000 euros, voire plus et tout, peut-être 10K par mois et tout, avec les placements de produits à la con et tout.
Et ils vont te dire: «Ah, je suis de la classe moyenne». Ah non mec, t'es un petit bourgeois, t'es un boutiquier, t'es pas de la classe moyenne, qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Et c'est pour ça que cette notion, c'est une douille. On comprend beaucoup mieux quand on dit, des gens s'ils sont, prolos, fonctionnaires, même si on donne leur CPS, leur catégorie socio-professionnelle, leur CSP plutôt. Hem, c'est beaucoup plus clair parce que, du coup, bah, tu dis: «Ouais, moi je suis un ouvrier qualifié, je suis ouvrier agricole, je suis, profession, intermédiaire, je suis, professeur, je suis enseignant, je suis machin et tout, je suis chef d'entreprise, chef d'une grande entreprise, d'une petite, je suis, agriculteur avec un grand terrain, je suis». Ça, c'est beaucoup plus précis, en fait, on comprend bien mieux ce qu'on dit. La classe moyenne, ça permet à des gens comme lui de se mettre dedans, en fait, alors qu'en fait, ils sont pas forcément légitimes. Si vous, ça vous a fait chier comme débat, ça ne devrait pas. Et le pire, c'est que cette notion de classe moyenne, ça permet d'exclure des types qui, sont un peu plus pauvres, qui bossent beaucoup plus. Genre un type qui est, là à bosser sur des chantiers, ou à être, payé à la tâche, dans, des trucs d'agriculture et tout, en moitié en mode esclavage moderne. Et bah, ce mec-là ne sera pas de la classe moyenne. Parce qu'il est plus prolétarisé que la classe moyenne, quoi. Il est plus pauvre que la classe moyenne. Et donc du coup, ben, on va dire: «Ouais, mais tu payes pas d'impôts, donc tu es quand même un petit peu, ouais, tu quand même un petit peu un profiteur, quoi». Alors qu'en fait, bah, entre un mec, qui, est payé pour, travailler dans les champs et Teddy Boy RSA, qui vend des BD et qui fait des lives sur internet, celui qui sert le plus à la société, c'est peut-être le gars qui travaille, dans les champs ou, dans le BTP quand même. Faut être un peu clair, hein. Parce que j'ai trouvé ça inadmissible, je vous le répète, l'absence de la présence de la classe moyenne, qui est la classe la plus représentée dans les consommateurs YouTube, donc chez eux, ça doit représenter 80% de leurs auditeurs. C'est nous qui payons tout. 30% des Français payent l'intégralité quasiment, je veux dire, des cotisations sociales pour tous. Donc à un moment, si on peut pas être nommé dans un débat, si ça chie à moitié, j'ai envie de dire, on va arrêter de regarder, on va arrêter. Et encore une fois, sa notion, elle est trop large parce que là, il dit: «Ouais, je pense, plus de 80 des gens qui regardent, leur chaîne YouTube, c'est de la classe moyenne». Mais, enfin, à ce moment-là, ça veut dire que c'est hyper large. Mais vous allez voir qu'après, enfin, je sais pas si on passera les bons trucs, ça dure 8h50, j'ai pas retenu tous les timecodes et tout, mais, après, il parle pas mal d'artisanat et tout, donc au final, de la petite bourgeoisie. C'est pas la petite bourgeoisie qui représente la plupart de mes viewers, c'est complètement con. Enfin, il y en a sûrement et on les salue, les artisans de gauche, on en a besoin. Mais, voilà, c'est pas, ça qui fait, la majorité des Français. Donc, heu, j'aimerais bien savoir ce qu'il entend clairement par classe moyenne et dire, «C'est nous qui paye», en fait, c'est pas une définition. Ça veut pas dire grand-chose. De finance. Alors on va continuer à financer, mais on va se créer notre propre nouvelle culture de classe moyenne, et puis vous allez jouer à touche pipi entre connards. Ok? On va créer le manifeste de la classe moyenne. Il y en a. Bon, c'est des questions de. On ira plus loin en tout cas. En tout cas, c'est cette question de. Le débat, même quand il est plat, il génère des émotions qui sont intéressantes quand le débat est bien mené. Et malgré tout, le débat, on s'entend. Alors là, vous mettez votre avis, puis on va les lire. Il était tout de même bien maîtrisé, il n'y a pas eu d'insulte. Était plan-plan. Était gentil. La personne que je voulais à personne. Sauf que, excusez-moi, mais Greg, il a failli gagner à la fin. Parce que c'est ça l'histoire qui s'est passée. Pendant des heures, à parloutouiller entre filles. Où t'as Greg Tabibian qui l'insulte quasiment de tous les mots à demi-mot. Greg, dès qu'il tient, il a tenu trois sujets que je vais vous nommer après. Il les lâche parce qu'il n'ose pas détruire son adversaire. Comme tous les mecs de droite compatibles, comme tous les souverainistes qu'osent jamais. Plutôt. Le truc, c'est que vous allez voir que Teddy Boy RSA, il a un peu le seum parce qu'il s'est fait, prendre en débat par Bad Mulch et il s'est vraiment pris une fessée, quoi. Parce que Bad Mulch, il est pas comme moi en débat. Moi, je suis un peu sympa et tout, déjà, enfin, c'est pas mon style, hein, d'être agressif en débat. Je suis pas, Bégodeau. Des fois, moi, je voyais que j'apportais des arguments, bah, je voyais des fois que Greg, il pataugeait et tout. Alors c'est peut-être une erreur de ma part et vous allez peut-être me dire que c'est une erreur, mais j'avais pas envie de lui mettre la tête sous l'eau, quoi. À un moment donné, même je lui pose une question, je pense que je lui pose une colle et j'y réponds. Parce que voilà, c'est pas, le mec qui, Greg Tabibian déjà, c'est pas Éric Zemmour et en plus de ça, bah, je trouve que le débat, peut-être que tu vas te dire: «Ah ouais, j'ai plus gagné le débat parce que j'ai défoncé l'autre», mais la réalité, c'est que je pense que tu convaincs pas forcément, le public de ton adversaire si tu commences à, être, limite désagréable, à vraiment, forcer, sur, le côté agressif et tout, parce qu'en fait, tu passes pour un connard
Et on a du mal à reconnaître que tu as raison, parce que c'est en partie émotionnel. La vérité, c'est qu'un débat, ça n'a pas un grand intérêt au niveau intellectuel, parce que faudrait le mener par écrit à ce moment-là pour que ça ait un intérêt, quoi. Si tu veux écrire un bouquin, que l'autre réponde, ou faire des échanges épistolaires, ça peut avoir un vrai intérêt. Pourquoi? Parce qu'on peut se mettre d'accord sur les sources, chacun a le temps de vérifier les sources et tout. Le problème du débat, c'est que des fois, on est plus dans le vif, dans l'émotion, balancer des punchlines. Moi, je pense par exemple qu'un mec comme Papacito est compliqué à prendre en débat, parce que c'est un mec qui est drôle, qui balance des punchlines et tout. Et donc, du coup, ça vaut quand même le coup de faire un débat pour au-delà au-delà de la pure truc intellectuel où tu demandes de définir chaque terme et tout, et tu bombardes le gars, que ce soit aussi quelque chose où tu évoques clairement ton opposition. Ça, j'ai essayé d'être clair, et je pense que Greg l'est témoin, et que c'est en ça que j'étais un peu meilleur dans le débat, parce qu'il avait du mal à montrer son opposition, et du coup, il semblait toujours un peu le cul entre deux chaises, et ses viewers de droite, ils devaient se dire, Greg, c'est bizarre, là, il fait le gauchiste, puis les viewers de gauche, ils devaient se dire, ouais, mais attends, mec, tu dis ça, mais de l'autre côté, on sait très bien ce que tu penses. Donc ça, c'était un peu mal joué de sa part, je pense. Mais voilà, je pense que quand tu es un peu calme, tu parles pas gentiment, mais voilà, tu parles normalement, et ben en fait, c'est beaucoup plus agréable à écouter. Et même les streamers, les viewers plutôt de l'autre peuvent être convaincus plus facilement que si tu l'engueules, quoi. Tous les souverainistes qui n'osent jamais faire du mal à leur adversaire de gauche, parce que Mais c'est pas parce qu'il a pas osé faire du mal, je pense que Greg n'a pas, entre guillemets, «gagné ce débat», et encore, faut voir ce que ça s'appelle gagner le débat. Je pense que c'est surtout parce que sa position, elle est intenable. C'est-à-dire qu'une position, je veux m'affirmer ni de droite ni de gauche, mais anti-Macron, c'est pas tenable. Pourquoi? Parce que, les projets de droite et de gauche, ils s'opposent aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es pas à la fois, pour, renvoyer, déporter des migrants, en Afrique ou un truc du genre, à la Zemmour, faire un mur autour, de l'Europe, et puis rétablir la peine de mort, et puis à la fois contre la peine de mort, et puis pour un pacte égalitaire où on essaie de donner des droits, par exemple, aux immigrés. Ça n'a pas de sens, parce que c'est des projets opposés. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de choisir entre ces deux projets. On peut choisir l'un, on peut choisir l'autre, mais on peut pas arriver en débat en disant ouais, je sais pas trop, on choisira après, ouais, peut-être un peu les DE, ouais, mais moi j'ai voté Le Pen, mais tu sais, enfin, personne comprend rien à ce genre de discours. Et c'est pour ça que je pense que quelqu'un qui est clair sur son opposition, par exemple un type comme Conversano, est peut-être plus dur à débattre. Pourquoi? Parce que il va opposer il va opposer vraiment, quoi. Il va dire non, mais moi je pense qu'en fait il y a des gens, ils sont inférieurs, je pense que machin et tout. Et puis pour le coup, il y aura un vrai débat et il y aura une vraie opposition. Mais quand tu arrives entre deux, je pense que tu perds tout le temps, quoi. on adore les gauchistes, et Greg il a même pas concédé des points aux gauchistes. Et je le dis parce que moi-même, j'ai perdu mon débat contre Badmal, donc c'est la même symétrie, toujours le même truc. Donc, on est gentil. Frérot, t'as perdu ton débat contre Bad Mulch aussi, peut-être parce que tu as moins de base que Bad Mulch. Et puis on veut pas non plus faire trop mal, on va pas leur dire que c'est des merdes, on va pas leur dire que c'est nous qui payent. Non mais mec, si tu dis que à Bad Mulch que c'est une merde, tu vas pas gagner le débat, tu vas juste passer pour un connard, hein. C'est pas comme ça qu'on gagne un débat. Et puis dire c'est nous qui paye, je suis désolé, je vois pas en quoi tu payes plus que moi tes impôts, tu vois. Enfin, toutes les personnes qui travaillent, on paye des impôts. Et encore une fois, j'aimerais bien savoir exactement ce que tu fais. Et est-ce que tu as vraiment de quoi me donner des leçons à ce niveau-là, quoi. On va pas ceci, on va pas cela, et puis il loupe comme ça 3 sujets, il en prend un quatrième, il arrive à le tenir, il défonce Paduring sur la fin. Paduring il fait ouais, je vais y aller, j'ai du travail. Moi je fais va te coucher Paduring, va te coucher, ça y est, il a gagné, va te coucher. Et là on sait pas ce qui se passe. Paduring il lui pose une dernière question. Exprès. Et Greg Taillé bien, il passe une demi-heure à se justifier. Sur l'humour. Non, quand il croit que c'est exprès. Non, mais en fait, moi j'ai parlé. En fait, au bout une heure et demie de débat, je trouvais qu'on avait abordé les trucs. Moi, je trouvais que j'avais été plutôt pas mauvais. Et à partir d'une heure et demie de débat, moi j'ai commencé aussi à être un peu fatigué. Il y avait Tabibian qui faisait des tunnels et tout. Je le laissais un peu parler. Moi, en fait, j'étais pas convaincu par ce qu'il disait. Je me disais, ouais, les gens doivent pas être si convaincus que ça. Et j'avais l'impression, voilà, que le débat il était terminé, qu'il se terminait comme ça. Et puis basta. Et il se trouve que moi, je travaillais le lendemain. On a quand même fini à 1h40 du matin. Donc il était genre minuit et demi. Moi, je commençais à me dire, ouais, bon, ok, je vais peut-être aller me coucher, quoi. C'est pas parce que j'avais l'impression de m'être fait défoncer. C'était même peut-être plutôt l'inverse, parce que j'avais l'impression d'avoir bien réussi le débat. Que je me suis dit, bon, on va peut-être pas continuer plus que ça. De toute façon, ça fait 2 heures qu'on parle. Là, il s'enfonce un peu. Et puis voilà. Euh, et en fait, on s'est mis à parler de l'UE, je crois, à la fin. Et puis après, je me suis mis à lui reparler de déclarations à lui et tout. Et puis lui, il pense que c'est parce que j'ai perdu sur l'UE que je lui reparler de déclarations. Mais c'est pas le cas, en fait. C'est parce que moi, je cherchais des sujets et puis j'avais travaillé le débat. Moi, j'avais un bloc-notes avec plein de choses et tout. Et puis j'avais des déclarations à lui, justement, qui s'expliquent. Parce que je trouvais que c'était des déclarations de confusionnistes, un peu.
Et voilà, mais sur, l'UE, moi je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Je pense pas que j'ai été particulièrement mauvais. Je pense que j'aurais pu être plus clair. Ma position sur l'UE, c'est toujours pareil. Moi, je pense que l'UE, c'est un outil de la bourgeoisie. Mais je pense que du coup, le problème, c'est que c'est un outil de la bourgeoisie. Mais nous, on lutte contre la bourgeoisie. On lutte, pas contre l'UE. On va sûrement avoir à lutter contre l'UE. Mais dire, l'UE, c'est plus important que la bourgeoisie, non. La lutte contre la bourgeoisie est plus importante que la lutte contre l'UE. Après, force est de constater qu'on passera sûrement par une lutte, contre l'UE. C'est possible, mais on peut pas, dire: «Ah bah non, mais en fait, Mélenchon, c'est pas mieux que les autres et tout», alors que chez Mélenchon, il fait quand même 22 avec un projet, de rupture, même si ça va pas assez loin, mais un projet de rupture, parce qu'il dit pas: «Faut sortir de l'UE». Déjà, on ne sait pas ce qu'il fera, si ça se trouve, il l'a prévu comme ça, il veut pas le dire, dire à son adversaire ce que tu veux faire, c'est jamais forcément la bonne chose. Mais en plus de ça, c'est forcément mieux quelqu'un qui s'oppose à la bourgeoisie, quelqu'un qui se soumet à la bourgeoisie comme Le Pen aujourd'hui, qui a voté contre l'augmentation du SMIC, qui, a au final douillé, sur, la retraite. Au début, il disait qu'il voulait, la remettre à 60 ans. En fait, maintenant c'est: «Oui, mais avec, 43 machin et tout», puis en fait, on se rend compte que c'est une douille. Et c'est comme ça surtout, aujourd'hui, les macronistes et les lepénistes, ils votent énormément de lois ensemble parce qu'ils sont d'accord sur beaucoup de choses, sur l'autoritarisme notamment, même si peut-être que Le Pen est plus autoritaire, mais bon, voilà. Sur, des lois un peu anti-immigration machin, donc ils sont d'accord sur ça et puis aussi sur des lois libérales. Alors que, la France insoumise notamment est à l'opposé de ça. Alors oui, moi j'ai peut-être des choses à redire sur l'UE. Moi, au fond de moi, je suis plutôt pour le Frexit. Parce que je pense que, on va se faire douiller et en plus de ça, je pense que le projet européen est un projet suprémaciste blanc. Ça, c'est ma hot take en plus. Je pense que le projet, la vision, d'une alliance comme étant forcément une alliance européenne est un projet de truc entre blancs, en fait. Je vois pas pourquoi, au vu de l'histoire de l'Empire romain et au vu de notre histoire coloniale, on n'aurait pas un projet, par exemple, d'alliance avec l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, des pays de la Méditerranée. Voire une alliance avec plein de gens dans le monde, même avec le Vietnam. Il y a plein de gens avec qui on partage une histoire et avec qui on pourrait, avoir des relations à armes égales, hein, pas des relations néocoloniales. Et dire: «Ah bah non, mais en fait, on va s'allier avec la Lituanie parce qu'ils sont chrétiens et blancs». Bon, bah, OK, si vous voulez, mais bon, moi, j'y vois un truc un peu pourri, quoi, à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, je suis pas du tout contre le Frexit. Par contre je suis même plutôt pour. Par contre, je pense que, c'est se tromper de combat de dire: «Ah bah non, c'est d'abord le souverainisme». Parce que d'abord le souverainisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre Mélenchon, Asselineau ou Philippot, faut voter, Asselineau ou Philippot. C'est un peu con, quoi. Non, il faut voter pour, quelqu'un qui est, le plus possible en rupture avec la bourgeoisie actuelle, tout en pouvant gagner. Et en plus de ça, parmi les grands candidats, le plus eurosceptique, ça reste Mélenchon, hein. Et d'ailleurs, les médias bourgeois passent leur temps à lui taper dessus là-dessus, hein. Ils disent: «Ah, vous voulez sortir?» alors que oui, clairement, il a plus marqué qu'il voulait sortir dans son programme. Il dit qu'il veut désobéir. Mais au fond, s'il désobéit et que l'UE l'accepte, au final, c'est pareil. Et puis si l'UE commence à lui taper dessus, de toute façon, l'UE lui tapera dessus aussi s'il veut sortir. Donc ça ressemble aussi. Mais Mélenchon reste plus eurosceptique que Macron et même que Le Pen aujourd'hui, qui n'est plus du tout dans une perspective, de sortir de l'UE, quoi. Il explique que son humour, c'est pas grave, qu'il est pas raciste, que s'il dit ça, c'est pas méchant. Et il explique l'humour à un gauchiste qui dit: mais non, moi je trouve pas ça drôle. Et là, le gars, une fois qu'il l'a bien humilié pendant 30 minutes, il lui dit, comme Teddy Boyaressa qui parle de royalisme en fait, il fait: bon, bah moi je vais aller travailler demain. Genre, toi tu vas pas bosser, puis moi je vais bosser. La surinterprétation du mec, non, j'allais vraiment travailler demain. Et puis, on peut reprocher ce qu'on veut à Greg, je pense que c'est quand même un mec qui taffe. Enfin, c'est pas, ne pas taffer, en fait. Le mec, s'il fait des vidéos sur internet, si, il doit écrire des vidéos, inviter des gens, moi je sais ce que c'est. Alors moi je le fais, comme étant un militantisme. Mais sincèrement, c'est un boulot de fou, hein. Lui, il interviewe beaucoup de gens, toujours contacter des gens, écrire une interview et tout, c'est du boulot. Après, voilà, si lui, il l'a vécu comme ça, c'est sûr, hein. Moi, je trouve que, par contre, être youtubeur, c'est toujours être un peu un petit patron d'une chaîne, machin, et du coup, ça te provoque une vision du monde d'une certaine classe qui est la petite bourgeoisie. Ça, c'est problématique. Et c'est pour ça aussi que moi, je tiens à ne pas être rémunéré et à gagner mon argent d'un travail. Et puis, je trouve qu'on reste en contact avec le fameux réel, avec le concret. Quand on travaille réellement et qu'on gagne son argent comme ça, on est dans les mêmes galères que les autres gens, quoi. Mais voilà, aller nous dire que j'ai fait ça pour humilier Greg, c'est pas vrai. Toi, tu l'as vécu comme ça, mais non, j'allais vraiment bosser, donc je lui dis, je vais bosser, quoi. Et il se bat. Et il a gagné. Voilà. Tout le temps le même truc. Et nous, en attendant, c'est dans le cul. Je suis fatigué, je pars, je dois aller travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Teddy bourré meilleur que pas du ring et Greg réuni, ouais. Ouais, j'en sais rien, c'est à l'écrit aussi, hein. Bon, j'avais pas mes notes, je l'ai fait de tête. Baltrou, j'ai fait de tête, hein. Bordel, ça fait 15 quoi que je me bats
avec Google pour ouvrir Patreon. J'ai raté le début du coup de prof. Ah merde. Oui, c'est vrai que j'ai quand même un peu résumé l'affaire là. Je viens de résumer. Merde. Mais demande les notes à quelqu'un. Bon, après, là, il va nous parler un peu des endroits où j'aurais dû me faire défoncer. Donc, je vais le laisser un peu nous parler de tout ça. Et puis ensuite, je vais peut-être aller sur différents endroits du live. Alors, je n'ai pas tout regardé, hein, c'est les timecodes qui m'ont un peu aidé à choisir des parties. Et vous allez voir qu'il y a des parties, mais le mec, il est catastrophique. Il comprend rien derrière. C'est un enfer, quoi. Ah non, pardon, c'était la justification. À la prochaine, straight. Mais non, il a pas dit qu'il se barrait. Il cite, pas du ring. Ouais, vous avez dit, bah oui, voilà, MDR, désolé. Oui. Toujours pareil, procès sur les valeurs, voilà, complètement. La gauche a fait le procès de la valeur. Alors après, je vais vous citer les 3 points, mais je voulais un peu avoir d'abord votre avis à chaud, parce que là, c'est de l'avis à chaud. J'ai quand même le droit de m'exprimer, bordel. Bordel. On a pas le droit dans notre pays. D'ailleurs, au demeurant, j'ai eu une idée pour la France, mais je vais peut-être pas vous la dire maintenant. Ce serait sorti du panier, là. Un peu cul sur la table, et en plus, c'est un peu cœur, je crois que c'est condamnable par la loi. Mais j'ai eu une élimination après ce débat. Une élimination, je garderai peut-être pour un débat, pour ce qui est de la question de la légitimité des Blancs sur le territoire français. Bon, je suis pas particulièrement raciste. Bon, j'ai mes petits côtés, mais je veux dire, je m'en fous de la légitimité des Blancs. Mais j'ai quand même eu une élimination par rapport à ça. J'ai une idée, c'est pas un plan, c'est je sais quel est l'argument qui fait que malgré ce que les dingues font et les gauchistes nous racontent, ils ont qu'à fermer leur gueule parce que c'est pas eux qui décident en fait. Et on oublie en tant que blanc ça, mais c'est vrai qu'en fait on fait tous semblant, on fait tous semblant, mais en fait c'est vraiment parce qu'on est sympa en fait. Je dis ça, on en reparlera plus tard. Mais c'est complètement périphérique, ok. Mais c'est vrai que quand j'ai vu 2 mecs en train de se débattre sur des questions de classe sociale, de race, en oubliant la classe moyenne, en parlant pas des arabes, des machins, je me suis dit, ouais, camembert les gars, hein. Classe moyenne blanche, classe moyenne métisse, au bout d'un moment, on va peut-être vous faire un peu, hein, glouglou, les gars. Hein. Le gars, il soutient les blancs et les métis, mais il soutient pas les arabes. Voilà, ils ont pas parlé des arabes, là, mais les métis, bon, ils sont un peu blancs. Hein. Paduring est complètement débile. C'est un débile mental. C'est ce mec qui dit ça. C'est bon. Vraiment. Donc, le gars... Et je vois vraiment l'enfant, ouais, l'enfant qui voit son professeur de maths qui dit les nombres négatifs existent, et puis il est là, mais il est complètement débile ce prof, et tout, il dit un truc de ouf. Il est suivi, il fait 62 000 vues. Donc, ouais. Pourquoi je fais 62 000 vues? Genre, c'est quoi? Je fais j'ai très peu de vidéos à 62 000 vues, j'en ai qu'on fait plus, j'en ai qu'on fait moins, c'est-à-dire quoi? En moyenne, je fais pas 62 000 vues en moyenne, je pense. Le plus connu que moi, j'ai quasiment aussi connu que Cro-Blanc, c'est un ignorant de sa propre lutte, il s'est fait prendre sur ses propres sujets, on va revenir à... Quoi? Ah, je suis plus ignorant que Cro-Blanc en politique, je pense que c'est vrai. Ouais. Après sur les points, excusez-moi, je veux pas être mal poli, pas de ring, mais c'est un con. Donc si les gens suivent des mecs comme... Moi je trouve ça exceptionnel hein, que de pouvoir être comme ça, quoi. Le gars est persuadé, hein. Enfin vraiment c'est trop triste, hein. C'est vraiment trop triste, hein. C'est les mecs, ils regardent un combat entre, je sais pas moi, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, et puis ils disent ouais mais là il aurait dû mettre un crochet et tout, mais t'es là mais mec ferme-la, t'as fait 2 matchs de boxe dans ta vie, enfin voilà, apprends un petit peu, travaille un petit peu, et tu nous diras après comment fallait faire. Comme ça pour s'enseigner à la gauche, peut-être que la gauche est complètement débile. Parce que moi ça m'a tilté aussi. Je me suis dit attendez. Parce que moi je croyais que la gauche c'était des... Je veux dire, pas Mad Matt. Bad Mulch c'est un mec ça va quoi. Il est intelligent, il est vif d'esprit, il est dur à prendre tu vois. Tout de même. J'adore, en fait Bad Mulch il utilise un dialogue un peu socratique comme ça, donc il pose plein de questions et tout, et je pense que oui, en débat il est beaucoup plus dur à prendre que moi la prestation de débat que j'ai fait contre Greg, parce que mon but c'était pas d'être comme ça, parce que moi je trouve ça insupportable comme débat, je trouve que c'est croire à un interrogatoire, tu peux pas avoir une idée qui est dite sur 3 fois de suite parce que tu te fais couper, parce qu'il faut définir je sais pas quel terme et tout, moi je trouve ça insupportable comme truc. Mais oui, Bad Mulch, si on le prend en efficience de débat, c'est-à-dire est-ce qu'il humilie le mec et tout, bah, il humilie 10 fois plus le mec que moi. Et par contre, du coup, il fait 1000 vues. Il fait 1000 vues parce que le débat est insupportable à regarder. C'est un peu le problème. Donc au niveau de la propagande, je sais pas si c'est bon, mais par contre, ouais, Bad Mulch, il est imbésable, hein, je pense, sur un débat. Hein. Même, hein. Moi je suis un peu un con, ça va.
Mais Paduring, c'est la gauche, c'est Paduring. Et parce que autant la Zawa Prod là, Dany et Raz, sont pas cons. Putain, tout le monde est pas con sauf moi, quoi. C'est putain. C'est parce que race, c'est le peuple, c'est ça. Ils font les cons. Leur public, je pense, ils sont pas très fins. Et autant là, Paduring, 62 000 vues ou 100 000. Et il est lent. Hein. Attention, hein. Quand je dis il est pas. Ouais, mais moi aussi j'adore Mulch, dans un sens. Il est trop con, des fois, il y a Greg qui dit 10 dingueries dans une phrase et tout, mais j'écoute, je laisse parler un petit peu, je viens de parler et tout, enfin, je lui laisse un peu la parole comme ça, c'est pas parce que je vois pas les dingueries qu'il dit, je sais que je pourrais rebondir et tout, mais c'est pas, mon but c'est pas de tuer le mec en face de moi non plus, quoi. Enfin, mais il est vif. C'est vraiment un mec qui me ressemble, quoi. Il est beaucoup plus intelligent que je l'étais à son âge. Peut-être tu es gentil. Peut-être, ouais, non, mais c'est l'histoire de laisser le quart d'heure de Le mec, il a des chevilles en plus, ouais, Bad Mulch, il est intelligent parce qu'il me ressemblait, quoi. parenthèse, quoi. Tout à fait d'accord avec la vie. Voilà, là, apparemment, on est d'accord. Amen, ouais, d'accord, on est d'accord sur ça. Je suis un gauchiste, j'apporterai un peu de nuance. Mais pourquoi pas? Non, mais attendez, je ne confonds pas la cause de gauche, qui est d'ailleurs intégrée un peu au FN, hein, faut pas, ou en tout cas dans le verbe. Moi aussi, j'ai mes côtés gauchistes, je confonds pas. La cause de gauche est intégrée au FN. Faut que tu retournes chez Mulch, lui expliquer cette idée. Tu retournes débattre avec Mulch et puis tu lui expliques que les causes de gauche sont intégrées au RN. On verra ce que tu arriveras à dire. La cause de gauche, avec les porteurs de gauche, et les gauchistes. Là, je suis désolé. C'est pas la gauche que j'attaque. C'est Paduring et les gauchistes qui l'entourent. Parce que, vraiment, je me pose la question, qui regarde Paduring? Sincèrement. Vous regardez pas. J'avoue, pour avoir suivi Bad Mulch, il est chaud, ouais. À mon avis, il a bien potassé Schopenhauer. Alors, je crois qu'il est anti-livre. Donc lui, c'est plutôt Wikipédia et tout ce qui est sur Internet, mais dans le principe... Ah oui, c'est pour l'art d'avoir. J'ai écouté une seule construction rhétorique de Paduring, c'était catastrophique. On va le regarder, c'est une catastrophe. Alors, Paduring et les autres, là, ils disent tout le temps que Bad Mulch est une catastrophe pour la gauche. Pas du tout. Alors, je vais vous montrer après. Les 4 pièges où Greg Tabellian aurait pu tuer Paduring, je les ai spammés dans leur chat pour qu'on les retienne. Voilà, Bad Mulch adoubé par l'extrême droite. Hein. L'extrême droite trouve que t'es hyper bon pour la gauche. Hein. Bon, voilà, il est très content de t'avoir. Hein. C'est l'extrême droite, il y a des gauchistes qui aiment bien comme ça. Bah, faut se remettre en question un peu, hein, parce que bizarre. Hein. Non, en vrai, ben ouais, moi je pense que c'est contre-productif d'être un peu dans un truc un peu agressif et tout, un peu. Enfin, il est pas forcément agressif, mais vraiment toujours relancé et tout. Moi, je trouve pas ça top comme manière de débattre. J'ai préféré celui qui débat bien, c'est Dany. Hein. Dany contre Psycho. Bon, après, contre Psycho, c'est peut-être pas non plus hyper dur, mais Dany contre Psycho, Dany contre Cro-Blanc et tout. Humiliation, hein. Masterclass. Hein. J'ai dit, n'oubliez jamais ce qu'on vient d'entendre. N'oubliez jamais ce qu'on vient d'entendre, donc je vais vous les donner. Alors, c'est des poncifs de sociologie, voilà, qui s'appuient sur des concepts contradictoires. Ben voilà, complètement. À part pourquoi t'es pas avec Méluche, t'es pas gentil, t'es un méchant, on aurait dit un sketch. Oui. J'avoue, pour avoir Moi, suivi... je suis même pas... Attends. Moi, je suis pas un militant à la France Insoumise, frérot. Hein. Moi, je suis marxiste, je suis communiste, je suis à gauche de la France Insoumise. Sauf que voilà, je sais reconnaître à une élection présidentielle, c'est-à-dire dans un cadre très précis qui est le cadre du champ électoral, que Mélenchon, c'est le seul qui peut gagner et qui porte au mieux notre projet. Juste ça. Donc voilà, j'ai un soutien critique à Mélenchon, mais je suis pas un bandeur de Mélenchon pour autant. Bad Mulch, il est chaud. Ah oui, bah ça... La lutte des classes, c'est le combat principal. Alors, je vous l'ai listé très brièvement. Les éléments. Et après, on va aller regarder. Voilà. Alors, j'ai pas le début. Hein, j'ai pas... Mais de ce que j'ai entendu sur la fin, voilà les endroits où Greg aurait pu détruire littéralement son adversaire. Détruire. Et où il ne l'a pas fait. Regardez ça, écoutez ça. Et ce que nous, on doit retenir, du coup. Écoutez Parce ça. que, et on vérifiera. Si Paduring pense avec ces contradictions-là, faudrait vérifier, mais si les gauchistes pensent avec ces contradictions-là... Vous allez voir, il est trop con, ça me fume ici. Il a fait 9 heures de live sur ça, vous allez voir. Ce sont d'énormes abrutis. D'accord? D'énormes. Demi-habile, quoi. Beaucoup plus que je croyais. Moi, je croyais qu'ils avaient monté le niveau. Bon. Alors, le point initial, c'est quand il dit, au milieu d'une phrase sur le sujet des classes populaires, ou un truc comme ça. Alors, on rappelle, le sujet n'a pas été traité. Hein. Le sujet, c'était les confus. Bon, bah, ils en ont pas parlé. À la fin, ça a été traité parce que je pense que Greg a bien illustré ce que c'était qu'un confus pendant le débat et je pense que les gens l'ont beaucoup dit ça, ouais, Greg on voit qu'il est confus, donc je pense que ça a été illustré comme ça et moi j'ai essayé de montrer un peu que la confusion ça naissait justement de la crise
du capitalisme et donc des gouvernances d'un moment donné, qui n'arrivent plus à répondre aux problématiques de la population et donc des nouvelles, alternatives émergent, mais tant qu'elles ne sont pas encore bien claires, bah, les gens sont confus parce qu'ils n'adhèrent plus aux anciennes alternatives et ils adhèrent pas encore aux nouvelles et donc ils piochent un peu partout et c'est ça la confusion, en fait. Ils ont, tout à la fin du... Ouais, faudrait peut-être qu'on fasse un peu le débat sur le sujet. Bon. Alors, au milieu de nulle part, Paduring dit, oui, bah, comme une proposition simple, l'équivalent, comme supprimer la police. Alors que le mec, il avait tenu un discours à peu près normal, genre j'avais vu qu'il est marié maintenant, il a une bague de mariage, il travaille, je crois qu'il est interne en médecine ou une merde comme ça, et il te balance au milieu de nulle part, bah ouais, bah, un truc qui serait bien déjà, c'est de supprimer la police. Alors, supprimer la police, hein. Moi, j'ai dit supprimer la police nationale, mais sauf qu'en fait, ce type n'a pas compris ce que c'était la police nationale. Oui, à gauche, en fait, on considère que, former, 10 000 pélos à un endroit et puis après les dispatcher, envoyer par exemple en Kanaki, en Martinique, dans la Creuse, bah, des mecs qui ont été formés en fait à Paris ou un truc comme ça, bah, c'est un peu débile parce que du coup, ils apparaissent comme étant extérieurs pour les populations et donc, bah, certaines populations voient des gars qui appliquent une règle un peu bas du front sans connaître, le territoire, local, le concret et donc du coup, bah, ça crée de l'autoritarisme comme ça et c'est pas cool et c'est un gros problème, notamment dans les DOM-TOM et notamment en banlieue. Parce que c'est vécu, comme étant, un État un peu autoritaire, un peu néocolonial et tout, qui vient dire aux Kanaks: «Ah bah non, mais en fait, là, vous voulez vous révolter, mais on va vous taper dessus», alors que les mecs n'ont jamais foutu un pied en Kanaki, quoi. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut faire respecter la loi, on n'est pas contre le fait qu'on ait besoin, bah, parfois, je sais pas, s'il y a des types qui commencent par exemple à faire des fusillades, on est bien obligé d'avoir un moyen, d'avoir de la force et puis de pouvoir répondre à cette fusillade, de pouvoir, arrêter cette fusillade, de pouvoir après, traîner les gens devant la justice ou des choses comme ça. Donc on a besoin d'avoir un corps, dans, la population, qu'on peut appeler la police, mais la police, ça pourrait s'appeler autrement d'ailleurs si on voulait, mais un corps, dans la population pour gérer ces choses-là. Après, il faut discuter de la question de quel type d'arme, arme létale, arme non létale ou plein de choses comme ça, mais là, c'est pas vraiment le problème. Et ce que je dis, moi, et ce que dit toute une partie de la gauche, c'est que on est pour la police de proximité, c'est-à-dire des gens qui sont formés à un endroit, donc qui connaissent un peu la localité et qui sont, bah, sur le terrain, qui sont acceptés par la population et donc qui peuvent souvent gérer les choses de manière beaucoup moins brutale, beaucoup moins violente, beaucoup moins autoritaire parce qu'en fait, bah, quand tu connais le policier, c'est pas pareil que quand c'est un type qui vient de 10 000 kilomètres et qui a juste la force, en fait, pour faire appliquer la loi. Bah, les policiers, il faut qu'ils aient la force en dernier recours, mais il faut aussi qu'ils aient, la médiation, le fait de pouvoir connaître les gens, dire: «Ah bah non, mais voilà», tu es dans un quartier, tu connais, en fait, les parents d'un gars qui est en train de faire de la merde et tout, bah, tu peux lui dire: «Ouais, non mais attends, ta daronne, elle bosse là, machin, je la connais». Enfin, tu peux le raisonner, tu vois? Alors si tu le connais pas, tu arrives avec des préjugés moitié racistes et tout, bah, tu lui fous un coup de crosse et puis voilà, tu vois? C'est un peu le problème de la police nationale et on rappelle que la police nationale a été, fondée sous Vichy, voilà, c'était le point Godwin du jour, ça a été ça a été, formé sous Vichy, mais Vichy est d'extrême centre selon Greg, hein. Voilà, tu fais, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il a 28 ans ou il a 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Donc moi je dis, putain, Greg, dans le chat, Greg, faut supprimer la police. Pas du ring. Alors là, extrait et tout, tous les meilleurs. Pas du ring, t'as jamais appelé les flics? Dis-nous. Alors déjà, on n'arrêtait pas de spammer. Pourquoi tu votes Greg Tabibian, pourquoi tu votes pas du ring? On sait pas s'il a voté Macron, parce que moi je veux savoir s'il a voté Macron. Pas du ring une fois dans sa vie. Et Greg Tabibian, on a entendu. Alors, non, j'ai pas voté Macron, mais toi, par contre, tu as peut-être voté Le Pen, qui, pense comme Macron sur quasiment tous les sujets, sauf qu'elle est un peu plus raciste, tu vois? A priori, il a voté pour un sous-parti qui fait 0,001%. Donc il a voté en touche. Il a fait la technique. J'ai voté Jean Lassalle. Chat perché. Ah, il est infirmier, ouais. Donc, faut enlever la police. Donc toi, dans ton travail, t'as pas besoin de police? En tant qu'infirmier? C'est pas la police qui ramasse les mecs pour te les emmener à l'hôpital presque? J'adore, c'est comme, sur, JVC. Sur JVC, je suis, brancardier, infirmier, médecin, aide-soignant, je suis, dans l'administration hospitalière et tout. Voilà, ils tentent le doxing, surprise, mais ils savent pas trop comment faire, en fait. En attendant que le SAMU il arrive? Non? T'as jamais appelé de police? Ta femme elle... Oui, je suis désolé, tu que le SAMU arrive, en quoi tu as besoin que la police, elle soit formée à un échelon national, tu vois? Ça a pas trop de sens ton truc, nous on veut de la police de proximité, hein. T'as pas appelé de police? Ta soeur a pas besoin de police? Non.
Greg, qu'est-ce qu'il fait? Bah, les steaks. Donc nous, on a spammé. Et attention. Et peut-être parce que Greg, en fait, il comprend à peu près le débat, tu vois. Il comprend le débat et du coup, il rebondit pas sur des trucs de débiles comme toi, de demi-habiles, à ne pas comprendre en fait les institutions françaises, quoi. Enfin, c'est ouf d'être dépolitisé à ce point, quoi. T'es un youtubeur qui parle quand même pas mal de politique depuis une dizaine d'années et t'as toujours pas compris les termes de base du sujet, quoi. Je veux dire, c'est pas nouveau quand même qu'à gauche il y a une critique de la police nationale. Tu découvres ça maintenant, toi? Vous allez voir pourquoi c'est important, ce point qui n'a pas été relevé. Et je Ensuite, dirais pas, imagine une police européenne, tu vois. Abolition de la police nationale, police européenne. Police, les mecs ils sont tous formés à Berlin, puis après ils sont dispatchés sur le territoire, donc on a des mecs qui parlent pas français, ils parlent anglais, allemand, je sais pas trop quoi, et ils sont là à être juste de la force sans rien connaître à la France. Ce serait hyper autoritaire et ça me casserait les couilles. Et je pense que c'est pareil avec la police nationale, qu'il nous faut une police de proximité. le Greg Tabillon, il l'emmène sur l'Europe. Et le gars balance, pas du riz. L'Europe n'a pas de pouvoir sur la France. Que l'on m'arrête à la sortie si ce que je dis n'est pas vrai. Oui, c'est la bourgeoisie qui utilise l'Union européenne qui a du pouvoir sur la France. Tu vois, c'est comme si tu disais l'Assemblée nationale a du pouvoir sur la France. Oui, si tu veux, mais c'est les gens qui sont dans l'Assemblée nationale, c'est le rapport de force à l'Assemblée nationale qui crée le pouvoir sur la France. Si tu as 100% de prolos à l'Assemblée ou 100% de bourgeois, eh ben, c'est eux qui vont voter les lois à avoir le pouvoir sur la France, en fait. Donc c'est pas l'UE en soi, en fait, qui a le pouvoir. C'est ceux qui utilisent l'UE pour avoir le pouvoir. Nous, si on avait à la tête du pays des gars ultra chauds, ultra organisés, avec les syndicats derrière eux, 10 millions de Français dans le pays et tout, si l'UE vient nous dire « Oui, non, mais attendez, il faut appliquer l'article 2 », on dit « Bah non, en fait, on va pas l'appliquer. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont même pas d'armée, les mecs. Ils vont faire quoi? Ils vont dire ah d'accord, on va prendre des sanctions, on va dire bah d'accord, nous aussi on va faire en sorte de baiser le marché européen de l'électricité, on arrête de vous en fournir par exemple. On va faire en sorte de je sais pas, parce que en fait si on coule on fait 18% du PIB de l'UE. Si la France se barre de l'UE, ça met un gros coup quand même à l'UE, tu vois. Donc on peut vraiment arriver à trouver un compromis dans un rapport de force clair avec ces gens. Et ces gens, c'est pas l'UE, c'est la bourgeoisie qui utilise l'UE. L'UE n'a d'efficience que parce qu'elle est à l'intérieur d'un rapport de force qu'on perd pour l'instant. L'Europe n'a pas de pouvoir sur la France. Elle n'a pas les moyens d'avoir du pouvoir sur la France. Donc là, Greg Tabillon, il a senti qu'il y avait un truc. Alors là, moi, vraiment, je galère. Putain, accroche-toi à ça, accroche-toi à ça. Bon, il s'est accroché un peu au truc. Ah oui, il a dit. Je vais vous le montrer après. Donc, je dis accroche-toi à ça. Et là, il lui fait. Mais comment ça, elle n'a pas de pouvoir sur la France? Elle peut pas imposer des lois à la France. Je veux dire, ils font des lois. Il parle comme ça. Ils font des lois, mais on a le droit de pas les appliquer aussi. Il fait comme ça, le mec. Et donc, il y a Greg comme ça. C'est trop bizarre, le mec est persuadé qu'on est obligé d'appliquer les lois, tu vois. Genre s'il y avait une loi par exemple qui disait on n'a pas le droit de sortir de l'UE, le mec il dirait on ne peut pas sortir de l'UE en fait parce que c'est dans la loi, tu vois. Enfin bah non, c'est débile, tu vois. Quand t'as un enfant de 4 ans, tu sais pas quoi dire. Donc au début, il essaye de complexifier le truc, genre mais si, il y a des lois, il y a des trucs. Il fait non mais comment ça, on a le droit de pas les appliquer. Et là, Padurin dit pour que l'Europe puisse appliquer des lois, faire appliquer les lois en France et nous obliger, faudrait la contrainte de l'armée. Et il n'y a pas d'armée européenne. Teddy Boy, tu sais comment ça marche les États-Unis? Comment est-ce que les États-Unis règnent sur le monde? A, ils sont plus intelligents que nous, ou ils ont des lois comme tu crois que les lois elles ont une efficience en soi. B, ils ont une armée partout dans le monde. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si tu fais des lois, que tes lois elles baisent une personne, enfin elles baisent tout un État, et que cet État veut ne pas les appliquer, le seul moyen pour toi qu'ils les appliquent, c'est d'avoir un rapport de force, par exemple militaire avec eux, ou monétaire. Mais si t'en as pas, en fait, tu peux pas faire ça, tu vois. Alors monétaire, à la limite, il y en a un peu dans l'UE, mais militaire, il y en a pas, tu vois. Donc si on veut, alors de toute façon, ce sera pareil si on sort de l'UE. Si on sort de l'UE et qu'on veut instaurer le socialisme sans passer par juste une critique de l'UE, ce sera pareil. On se prendra des attaques sur les marchés financiers ou des choses comme ça. Mais Greg, il est pour le Frexit. Donc je vois pas la différence entre désobéir, par exemple, et puis le Frexit. À ce moment-là, dans tous les cas, on va se faire taper dessus sur les marchés financiers. Mais on n'est pas obligé d'appliquer les lois si on veut pas le faire. Et là, je dis, les mecs, faut retirer la police. D'accord? Mais si il y avait une armée, enfin, le seul moyen. Alors, pardon, excuse-moi. Le seul moyen pour l'Europe, c'est de faire appliquer leurs lois sur la France, c'est d'avoir une armée, de nous contraindre par les armes. Mais pour faire appliquer la loi française à des individus sur le territoire, il n'y a pas besoin de police. Excusez-moi. Vous voyez, il a fait 8h50.
sans capter. Alors, je vous ai pas mis le truc, vous pouvez regarder, c'est vers la fin du débat, quand je parle de police nationale pour vous prouver que c'est le cas. Je crois que j'ai fait un screen, mais il a pas compris un truc, et comme c'est un putain de demi-habile, il fait 8 heures de live sur des incompréhensions comme ça, quoi. Je vais le refaire dans un autre langage. Pour lui, il n'y a pas besoin de police pour faire appliquer la loi. Genre, les gens, ils s'autogèrent, ils appliquent la loi d'eux-mêmes. Ils arrêtent de se tuer du jour où t'enlèves toute la police. Les gens, ils arrêtent de se tuer. Il n'y a plus de vol, il n'y a plus de viol. Par contre, Mais personne pense ça. Mais qui pense ça, bordel? Qui pense ça? Surtout dans une période. Si on a une période de transition vers le socialisme, ça va être un bordel et tout, évidemment, qu'on aura besoin d'avoir en partie la force avec nous. Parce qu'on va avoir une réaction aussi, comme dans toutes les perspectives révolutionnaires, tu as toujours une réaction des réactionnaires et des gens qui veulent garder leurs privilèges, qui est une réaction souvent violente, souvent armée. Donc on ne peut pas du tout se permettre de ne pas avoir l'idée d'avoir une police, d'avoir des gens qui gèrent cette violence, quoi. Et la police, bah, ça reste un moyen, surtout dans ces périodes-là, d'avoir quelque chose qui est plus ou moins structuré, tu vois. Après, il y a plein de questions qui se posent par rapport à la police. Le type d'armes qu'ils peuvent avoir, est-ce qu'ils ont des armes létales ou pas? Est-ce que c'est une police professionnelle? Parce que le problème de la police professionnelle, c'est que ça devient une sorte de milice un peu comme ça, qui a des structures mentales très particulières, alors que si tu as une police citoyenne, bah, ça peut être intéressant aussi. Donc on fait tourner tour à tour ceux qui ont le pouvoir. Comme ça, celui qui a le pouvoir, à un moment donné, il se dit, ouais, faut peut-être pas que j'en abuse trop, parce que sinon, je vais pouvoir me retrouver un jour, quand je serai plus policier, je sais pas, dans 2 ans, et ben ce sera peut-être moi qui me ferai taper dessus. Enfin, voilà. Il y a plein de moyens de le faire. Mais tu peux pas faire 9 heures de live sans rien comprendre, mec. C'est pas possible, c'est pas normal. contre la France, si on la contraint pas par les armes, elle est tout à fait libre de désobéir. Alors, il y a une dissonance cognitive absolue. Donc, parce que là, il faut pousser normalement. Mais c'est-à-dire, je comprends pas. Du coup, c'est pas est-ce que t'es pour la force? C'est selon toi, le seul moyen de faire appliquer une règle, c'est la force. Donc le rapport de force. Oui. Mais alors pourquoi tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais abolir la police? Ah, mais je suis sûr pour la police. On va le regarder après. Il balance ça au milieu de nulle part. C'est trop con, putain. Voilà, le problème c'est qu'après, on pourrait me dire, ouais, mais tu sais, si ça se trouve, on va même pas trouver l'extrait. Parce que le mec il dit une phrase, comme l'autre, il relève pas. On va mettre je sais pas combien de temps. Normalement, il devrait prendre 2 minutes dessus. Mais on va le retrouver. On finit. Donc le rapport de la France. Ensuite, parce que l'Europe, c'est le 4e point où Greg a saisi la perche pour le détruire. Et il a appliqué, il a vu que ce mec était un débile sur la question européenne, qu'il y connaissait carrément rien. Et que le mec niait même l'idée que l'Europe, il était même pas au courant que l'Europe avait une incidence sur la France. En fait, c'est même pas qu'il le nie, parce qu'il était pas au courant. Teddy Bourré aurait. Mais les mecs, ils se rendent pas compte que je viens vraiment, moi, du souverainisme de gauche. Hein. Je viens du souverainisme de gauche. Je suis pour le Frexit depuis peut-être 7-8 ans. Sauf qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, j'ai compris que c'était pas une question qui passait avant les autres. C'est-à-dire que je pense que on aura besoin de passer par là, mais si je me trompe, moi je m'en fous. En fait, je pense qu'il faut un rapport de force si on arrive à l'appliquer et qu'on reste dans l'UE parce que d'autres pays le font aussi, par exemple. Imagine d'autres pays le font aussi et l'UE par magie devient socialiste. Mais non, je pense pas. Je pense que l'UE, dans le cadre de l'application d'une politique de gauche, on va se retrouver contre l'UE à devoir sortir, mais peut-être sortir avec d'autres pays, recréer d'autres alliances. Enfin, j'en sais rien. Mais ce mec pense que je suis un Eurobéa. Enfin, c'est bon, mec. Tu connais pas tes adversaires, encore une fois. Enfin, si tu crois que je suis Marine Tondelier, mais tu prends pour qui, quoi? Ah, d'un anti-bad je sais pas dire, peut-être. Ou t'es dit au lendemain d'être bourré, peut-être. Alors, quand même, Greg Tabillon, il le tient sur le sujet. Il l'attaque, hein, hop là, et il lui dit, mais attends, je comprends pas, à ton avis, donc si c'est pas par les armes, enfin bon, comment on fait, du coup, en tant que Français, pour désobéir à l'Europe, puisque nous, on lui obéit. Donc, il arrive à lui faire dire, il fait rien dire, mais il dit, écoute, bon, là, pas dire que t'es mignon, mais en fait, on obéit. Alors, cherche pas à me contre-argumenter, ça suffit. Donc, comment la France, selon toi, va désobéir? Sous quel prétexte? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Paduring? C'est quoi sa solution pour que la France pèse dans l'Europe et transforme les lois dans l'Union Européenne? Parce qu'évidemment, il veut rester dans l'Union Européenne. Il veut rester Il veut pas rester dans l'Union Européenne, enfin bref. dedans, mais désobéir. Je vais habiter chez mon père. Je dis juste que c'est pas débile de dire ça, et puis de dire dans un deuxième temps, ah bah regardez, on n'a pas réussi à désobéir, enfin, les mecs veulent pas nous mettre des sanctions, on fait un référendum, on sort, c'est tout à fait possible de faire ça. Ou alors, bah, les mecs, ils ont pas les moyens de nous faire appliquer les lois, et puis, comme ils font avec Viktor Orban, par exemple, et puis du coup, on reste dedans. Mais moi, je m'en fous, tu vois, je suis pas matrixé par ça, hein. Si les gens vivent bien dedans, les gens vivent bien dedans, hein. Si on arrive à faire ce qu'on veut dedans, on le fera, hein. Mais pas ramasser les chaussettes. Qu'est-ce qu'il a dit? Les abolitionnistes judiciaires
pensent que le comportement antisociaux peuvent être traités de manière communautaire. Oui, 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 oui. Bah, oui, ils ont raison, ouais. On va traiter ça de manière communautaire. Mais ils ont qu'à commencer à le traiter de manière communautaire. Personne n'interdit de traiter les choses de manière communautaire, c'est d'ailleurs ce qu'ils font certains, non? Mais allez-y, allez-y, les gars. On vous regarde, traitez de manière communautaire, puis faites-nous une démo. Enfin, je sais pas si t'es pour, mais qu'il fasse une démo. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, l'armée, vous pensez? Sanctions économiques? Eh, vous allez pas en revenir. Vous allez pas en revenir. Pour pas du ring, le moyen de pression qu'on a sur l'Europe, c'est le nucléaire. Alors, c'est pas le moyen de pression, c'est-à-dire qu'on me demande un exemple, je dis un exemple, c'est un des moyens de pression, oui, je pense qu'on a sur l'Europe. Après, voilà, parce que les autres pays sont dépendants de notre système énergétique, donc on peut faire un chantage. Si les mecs veulent faire du chantage, bah, s'ils veulent jouer au con, on jouera au con. Hein. Alors, pas la bombe nucléaire, mais développer notre parc nucléaire pour avoir un poids plus important. J'ai pas dit qu'il fallait développer le parc nucléaire, même si je suis pas forcément contre. Mais j'ai pas dit qu'il fallait développer le parc nucléaire pour avoir un poids. J'ai dit qu'aujourd'hui, on a un poids suffisant pour un peu les faire chier. Ouais. Par rapport aux autres pays européens. Donc, sous-entendu, les autres, ils n'ont pas de nucléaire. C'est dominer les autres pays par la capacité à générer de l'électricité par le nucléaire. Qu'est-ce qu'ils votent? Aux dernières nouvelles, NFP, qui est anti-nucléaire. Alors, le NFP est pas anti-nucléaire. Pourquoi? Parce que dedans, il y a le Parti communiste, par exemple, qui n'est pas anti-nucléaire et qui est même plutôt pro-nucléaire. Moi, je me rapproche plus de la ligne du Parti communiste sur les énergies que sur celle de la France insoumise. Mais il est vrai que moi, c'est un truc que je critique à la France insoumise, par exemple. Il y a un côté anti-nucléaire que je trouve assez caricatural. Je pense que c'est pour avoir les votes des Verts ou des choses comme ça. Mais après, je vais pas ne pas voter pour le camp progressiste qui peut être élu aux élections, qui peut nous faire avancer sur le plan social, sur le plan des luttes, sur le plan féministe, sur le plan tout ce qu'on veut, quoi, sur le plan antiraciste et tout. Parce que ils sont un peu moisis sur le nucléaire. Moi, je pense qu'en plus, s'ils étaient élus, ils diraient ah bah non, mais en fait, machin, on peut pas trop le faire parce que sinon on perd nos alliés, je sais pas quoi, et puis ils le feraient peut-être pas, quoi. Mais bref, moi je suis plutôt pro-nucléaire, encore une fois. Ah merde, j'ai mal. Oh, ouf. Oh. Donc du coup, en fait, on a parlé 3 heures et c'est ça qu'ils trouvent chez moi quand même. C'est ça qu'ils trouvent à retirer chez moi. Hein. Je comprends pas. On vote pour. Tu nous invites à voter pour des mecs qui sont anti-nucléaires, mais in fine, la solution, en cas de rapport de force, c'est de continuer à importer de l'uranium en développant un parc nucléaire polluant, soi-disant, pour garder des autres pays sous notre tutelle. C'est à peu près ça. T'as pas compris? T'as pas compris? Voilà, il vit dans un doux rêve. Sachant que le parc nucléaire, bon, il est. Salut Premium. Premium. Le parc nucléaire, il est développé et ça ne nous empêche pas d'être complètement sous tutelle de l'Europe. Ben oui, peut-être parce qu'on est dirigé par des gens qui ne veulent pas rentrer en contradiction avec l'Europe, en fait. C'est peut-être pour ça. Si tu rentres pas en opposition, bah oui, tu vas pas faire du chantage, machin et tout. Mais si tu rentres en opposition, que les mecs commencent à te dire ah, attention, vous pouvez me mettre des sanctions, bah tu peux dire bah ouais, mais ok, vous nous mettez des sanctions, mais vous le ferez sans électricité, les gars. Il va faire froid en fait chez vous. À ce que je sache, aux dernières nouvelles, après je peux me tromper. On peut toujours se tromper. Ouais, il la défend bien, ouais. Le débile ultime. Alors du coup, il va être temps de regarder ça maintenant. Donc voilà, le débile ultime. Je suis le débile ultime. Parce que là, je vous ai teasé là. Normalement. Donc, voilà un peu les trucs qu'il avait à dire. On va se regarder quelques extraits et puis on va se terminer là-dessus. Il y a un extrait, je crois, vers 58 minutes et quelques. C'est-à-dire qu'il y a des classes moyennes, là, ça se définira au fur et à mesure. Puis après, on polémiquera après sur l'existence et la non-existence, la vocation de la classe moyenne, et ses avantages et ses inconvénients, etc. Et est-ce qu'elle a existé dans l'histoire On parle de classe moyenne. Bon, et là, avec les recherches qu'on fait avec Straight, en fait, ça existe depuis les Étrusques. Mais vraiment. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des classes moyennes, empire romain, étrusque. La classe moyenne existe depuis les Étrusques. C'est là où je dis que c'est une douille. Ce concept, il est giga large, tu vois, si ça existe depuis les Étrusques. D'habitude, quand on parle de classe moyenne, on parle justement de ce qui s'est développé après cette opposition où il y avait clairement de la bourgeoisie et puis des agriculteurs et puis du prolétariat dans les villes, dans les usines. À un moment donné, il y a eu besoin de professions d'encadrement parce que le niveau technique aussi a augmenté. Donc le niveau productif a demandé d'avoir des gens qui étaient d'abord des ouvriers qualifiés, des ingénieurs, des cadres, des professions administratives. Et c'est ça qui a formé la classe moyenne. Ce qu'on appelle souvent la classe moyenne. Mais ce qui, du coup, je trouve, n'est pas forcément le meilleur terme pour l'appeler parce qu'on est plus précis en disant, bah voilà, des ouvriers qualifiés, des
des professions intermédiaires et tout, que de parler de classe moyenne qui peut du coup inclure la petite bourgeoisie qui n'a rien à voir et qui n'a pas les mêmes intérêts que l'ouvrier qualifié ou l'ingénieur. L'ingénieur salarié et le gars qui a un restaurant, c'est pas la même chose. Mais lui, en fait, je sais pas ce que c'est sa définition de classe moyenne. Si c'est nous qui paye, bah pour lui, c'est nous qui paye, ça existe depuis les Étrusques, c'est-à-dire avant les Romains, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Son concept, il est tellement large que tu comprends plus rien, quoi. Et Baltrou tout le temps. De tout temps. Et pour 1000 ans encore. Ok. Je veux dire, c'est lui qui fait le taf de documentation. Moi, je relis les notes. J'essaye d'en tirer des trucs. Je fais des recherches complémentaires. Je regarde un peu avec les médias à la con. De tout temps, semble-t-il, on nie l'existence de la classe moyenne parce que c'est toujours elle qui paye. Voilà. Les gens qui créaient la valeur dans la société sous l'Empire romain, c'est la classe moyenne, hein. C'est pas les esclaves. Non, c'est la classe moyenne, hein. Voilà, hein. Il est con, mais c'est une putain de dinguerie, hein. Ah, vraiment. Putain, c'est ouf, hein. Alors là, je tourne en plus le mercredi soir, donc voilà, c'est le dîner de con du mercredi soir. Et même à l'époque de Marx, même en Angleterre. Là, j'ai fait une très légère recherche ce matin. Et- Voilà, il a débunké Marx ce matin en 5 minutes, voilà. Et c'est pareil. Alors, c'est pas des proportions aussi énormes. On parle plutôt de 20-30% d'impôts. C'est pour ça qu'on vous dit 30% pour la classe moyenne. Et des aides sociales limitées pour les prolétaires. Mais par exemple, le prolétariat de l'époque de Marx en Angleterre, c'est-à-dire le pire, et ben en fait, il était affranchi d'impôts. Il payait que des impôts sur de la consommation, comme la TVA, comme maintenant. Par contre, il était affranchi d'impôts. Mais il avait des maisons. Qui étaient pas bien, mais il avait des maisons, donc il avait de l'aide sociale. La classe moyenne, c'est-à-dire l'artisan. Non mais attends, le prolétariat à l'époque de Marx, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, vous pourrez les mettre en commentaire si vous les avez, si vous êtes des bons marxistes, mais les enfants travaillaient, les femmes travaillaient, euh, en plus d'élever les enfants évidemment, hein. Il y avait une espérance de vie de merde absolue, il n'y avait pas de congé payé, ils bossaient 7 jours sur 7, sans temps maximal, sans salaire minimal et tout. Et lui dit voilà, le prolétariat sous Marx, il payait pas d'impôts, alors que ce qu'il appelle classe moyenne, c'est-à-dire les bourgeois, quoi, peut-être pas les grands bourgeois, mais les petits bourgeois et tout, ou les bourgeois moyens, et ben eux, ils payaient 20 à 30% d'impôts, donc c'est eux qui payent, hein. Voilà. Super con le gars. Enfin, ces gens-là, ces petits bourgeois et ces moyens bourgeois, et ben en fait, s'ils avaient de l'argent, c'est parce qu'il y avait des ouvriers qui bossaient pour eux, les enfants des ouvriers, les femmes des ouvriers qui bossaient pour eux, et qui avaient une espérance de vie totalement débile à cause du travail qu'ils leur donnaient. C'était eux qui faisaient tourner la société, c'était pas la classe moyenne parce qu'elle paye des impôts, tu vois. Enfin, mec, t'es complètement débile, hein. Eh ben, par contre, il paye des impôts sur le revenu. Et il n'y avait pas d'aide. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Pourquoi dans Marx, il y avait des maisons, donc il avait de l'aide sociale. La classe moyenne, c'est-à-dire l'artisan, eh ben, par contre, il paye des impôts sur le revenu. Voilà, la classe moyenne, c'est-à-dire l'artisan. Vous voyez que il passe de la classe moyenne, c'est 80% des gens qui regardent Pedu et Greg. Maintenant, la classe moyenne, c'est l'artisan. Alors, je ne connais pas, hein, les métiers des gens qui regardent, mais ça m'étonnerait qu'il y ait 80% d'artisans qui me regardent, hein. Et les artisans de l'époque, ils payaient peut-être des impôts, mais je pense qu'ils étaient très contents d'être artisans par rapport à bosser dans une mine ou dans une usine de merde 15 heures par jour. Hein, enfin, putain, mais c'est ça le réel, hein. Pour eux, ça c'est le concret, quoi. Et il n'y avait pas d'aide. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Pourquoi dans Marx, il n'y a pas les stats? Pourquoi il n'y a pas les chiffres dans Marx? Pourquoi il n'y a pas de Mais bien sûr que si, il y a des chiffres et des stats dans Marx, mais putain, mais... Oh, mec, mais ouvre un bouquin, putain, avant de l'ouvrir. chapitre sur la classe moyenne? Pourquoi Il n'y a pas de chapitre sur la classe moyenne parce que c'est pas une notion marxiste. C'est pas une notion marxiste, c'est juste pour ça, tu vois. c'est juste balancé comme ça? Et ça de tout temps et partout. Pourquoi? Parce que nous, on doit fermer notre gueule et payer. Voilà pourquoi. Mais Mais tu payes quoi, mec? Enfin, qu'est-ce que tu fais comme... Raconte-nous. Mais le mec, si on a à l'écouter, il paye 4000 euros par mois d'impôts. Et s'il paye 4000 euros par mois d'impôts, c'est sûrement qu'il gagne énormément, mais c'est pas le cas, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, mec? Putain, mais ce gars-là, faudrait le faire bosser dans un vrai boulot, tu vois. Une année ou deux. Un peu vraiment dans un truc en dessous de la classe moyenne, hein. Voilà, on va le mettre, on va le mettre ouvrier agricole 1 an ou deux. Et puis après, comme ça, il va peut-être se détendre. Il va se détendre sur savoir qui crée la valeur et qui ne crée pas la valeur. Ou qui crée moins de valeur. et je sais pas si on va fermer notre gueule et payer tout le temps. Après tout, j'en sais rien. On verra. On verra si ça continue. Complètement d'accord avec ta ligne sur la classe Putain, mais en plus, sur cette définition de la classe moyenne, enfin, je rentre peut-être plus dans la définition que lui, quoi. Enfin, moyenne. Ça fait du bien quoi que je suis partisan, tu me diras. d'entendre. Voilà. Donc, si vous êtes contre l'existence de la classe moyenne ou que vous avez à redire, à la limite, on en reparlera plus tard. Là, on va kiffer un peu. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec, ok?
Donc voilà, ça c'était le premier extrait que je voulais vous montrer. On va se mater un autre petit extrait. Alors c'est à 3h50. 3h50. Pas dû son combat, le voile. Ouais, Quoi? toute la classe moyenne galère à en avoir un. Voilà, moi c'est plutôt l'impression que j'ai. Ah, c'est ça son exemple? Oui, oui, c'est ça. Eh ben c'est faux, elle dit. Oui, c'est vrai, bah tu travailles en banque, donc tu peux nous le dire, donc c'est faux. Il n'y a pas de racisme systémique pour l'accession au prêt immobilier. Il est trop con. Voilà, donc il y a un mec dans son chat, il travaille en banque et il sait que les études de sociologie qui montrent qu'il y a une différence dans l'accession au prêt immobilier euh, entre les racisés et non racisés. Ben c'est faux, voilà, voilà. C'est le mec dans son chat qui l'a dit, hein, il travaille en banque. C'est là on voit qu'ils comprennent rien au racisme parce qu'il doit se dire, bah, le mec qui travaille en banque, lui, il se dit, bah, moi je suis pas raciste et quand il y a un mec noir qui arrive, ben voilà, j'ai l'impression de faire mon boulot exactement comme avec un mec blanc et donc il se dit, il n'y a pas de racisme. Et je peux le comprendre en fait parce qu'il est inconscient du racisme qu'il y a. Sauf qu'en moyenne, c'est-à-dire tendanciellement, eh ben, il y a des études qui montrent que quand on voit plein de personnes avec un groupe, par exemple, d'hommes noirs et arabes, un groupe d'hommes blancs, un groupe de femmes noires et arabes, un groupe de femmes blanches, et que tu les envoies aller dans les banques, eh ben, les moins bien reçus, c'est les hommes noirs et arabes à qui on demande plus la carte d'identité déjà pour donner des renseignements. Déjà, ils sont un peu discriminés à ce niveau-là. Et puis, ils obtiennent surtout un taux à 2,80, je crois que c'était dans l'étude, alors que les Blancs obtiennent un taux à 2,20. Ce qui est énorme, hein, la différence entre 2,20 et 2,80 sur un prêt de 20-25 ans. Bah, tu te retrouves avec des dizaines de milliers d'euros de différence à la fin, quoi. Donc, en fait, c'est énorme. Mais ça ne veut pas dire que c'est conscient. Évidemment que dans les banques, il n'y a pas marqué, ah bah non, si vous avez un noir et un arabe, vous devez le refuser. Sauf que le racisme est un peu inconscient et donc les gens inconsciemment ils vont se dire ah ouais mais c'est quand même un noir arabe, il doit avoir une situation compliquée. Alors que et je vous le dis, hein, ça paraissait sous-entendu, mais quand je vous dis les différences là, c'est entre des gens qui gagnent exactement pareil, qui ont la même situation sociale. C'est-à-dire quelqu'un qui présente le même dossier, s'il est noir ou s'il est blanc, et ben ça va changer le taux de rendez-vous accordé et le taux surtout de crédit qu'il va avoir. Donc voilà, tu peux le nier, mais sauf que toi, t'es pas dans le concret du coup, parce que toi, tu crois à un vieux gars dans ton chat, et moi, je m'appuie sur des études. Fifi. Ah oui. C'est pour ça que c'est bien de se réunir entre classes moyennes qui travaillent dans plein de domaines. Il suffit de prendre un mec qui est haut placé dans le domaine, il dit non, non, c'est bon, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est ça qui est plus fort, tu vois, quand on est entre classes moyennes. On Putain, il est trop con, putain, je suis désolé, j'arrête pas de dire ça, mais vraiment con. écoute, je dis ah ouais, moi je suis pas du domaine, vous en pensez quoi? De la merde. Ok, d'accord. Voilà, comme ça c'est réglé. Le prêt est accordé selon la capacité de remboursement des demandeurs, aucun rapport avec la couleur de peau. Voilà. Et évidemment que t'as pas marqué dans la loi, ouais, t'augmentes le taux si le mec est noir, enfin, faut arrêter d'être con. Ah. Ah, mais c'est pareil pour les policiers. Tu crois que les policiers, genre, il y a un guide où il y a marqué si le mec est noir, tu vas plus le contrôler? Bah non, c'est pas marqué. Par contre, ils le font. C'est inconscient, c'est comme ça. C'est clair. Donc si statistiquement il y a plus de noirs qu'on pas de prêt immobilier, c'est sûrement que statistiquement ils sont plus nombreux à avoir des métiers, des sous-métiers, malheureusement, parce que bah, ils viennent d'arriver sur le territoire, j'imagine. Donc oui, forcément, bah tu deviens pas cadre quand tu viens de débarquer à 28 ans et que tu parles à peine la langue. C'est, je l'entends. Sauf que là, c'est à salaire, à revenu équivalent, à situation équivalente. Et puis tu dis, les noirs, ils viennent d'arriver. Je t'apprendrai quand même qu'il y a des gens, notamment les gens des dom-tom, qui sont noirs, en grande partie, et qui viennent pas d'arriver. J'entends, tout à fait. C'est économiquement non viable. Bon, mais voilà, bon bah. Mais est-ce qu'il lui a dit ça? Non. Faudrait quand même pas être concret. Faut rentrer dans le jeu de l'adversaire, raconter n'importe quoi. En fait, il tourne en boucle car le racisme, c'est par définition du racialisme systémique. Mais comme ils font pas la différence entre racisme et racialisme, ça dure des plombs. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas la notion de hiérarchisation. Il peut y avoir des différences raciales, des différences de disparité statistique, sans qu'il y ait de stigmatisation. Ah non, les racisés qui ont une capacité de remboursement ne se voient pas refuser de prêt. Oui, voilà, c'est ça. J'ai des milliers d'exemples. Bon, bah, c'est réglé. Bon, bah, Voilà, c'est réglé par son chat, il a des milliers d'exemples. Donc, on va continuer un peu. Où est-ce qu'il y avait? On commence par définir les termes. Là, c'est un des moments les plus drôles. Il va péter un plomb parce que Greg va dire, enfin, je vais arriver à lui faire dire que les migrants vont partir, c'est le peuple. Frère, c'est ceux qui ne peuvent pas s'extraire de la ruine, d'une façon ou d'une autre. Greg dit, le peuple, c'est ceux qui peuvent pas s'extraire de la ruine. Bon, ça veut rien dire, hein, mais bon, d'accord. C'est ceux qui survivront c'est ceux qui ne survivront pas à la ruine. C'est juste. Personne ne survit à la ruine. Je veux dire, si tu ruines, enfin, si tu survis, mais si tu ruines, t'es baisé, t'es ruiné. Si t'avais 1 milliard et puis que d'un coup tu te retrouves ruiné, ou si t'avais
5 € et que tu te retrouves ruiné, bah, tu es ruiné, tu vois? Donc c'est pas ta situation d'avant, donc ça dépend aussi de ta famille, des gens qu'il y a autour de toi, tu vois? Mais je sais pas en quoi c'est une définition du peuple, tu vois? Pas une définition plus du peuple qu'autre chose. Juste ça. Quand je te dis le Et là, ceux qui vont pas survivre à la ruine, c'est ceux qui sont esseulés, c'est ceux qui ont pas des ressources en fait, amicales, familiales et donc du coup, c'est quoi? C'est, bah, ouais, les migrants clandestins, quoi. Moi, je lui dis: «Les migrants clandestins, c'est le peuple» et du coup, il va être obligé de dire: «Bah oui, peuple, au bout le d'un peuple, c'est moment, les migrants clandestins, en fait. Les migrants clandestins, Tabib Oui, a dit, la oui, gauche, c'est les oui, migrants clandestins». totalement. Les migrants clandestins font partie du peuple. Les peuples, c'est Oui, il faut Les migrants clandestins, ils font partie du peuple. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Donc, par contre, la classe moyenne, c'est les confus et qui ferment leur gueule. C'est des bourgeois à 2000 euros. Alors, les migrants clandestins, je vous rappelle mon anecdote, mais c'est important. J'en ai rencontré 3 en une soirée. Les 3, ils gagnaient 2500 euros. Quand je leur ai dit, tu crois que je gagne combien? Ils m'ont dit 5000. Ok? voilà, donc voilà, ça tous les, tous les migrants clandestins gagnent 2005 et tout, et voilà, c'est des bourgeois. Les migrants clandestins sont des bourgeois. Vous voyez le niveau du gars quand même, c'est une dinguerie, hein. J'ai fait l'expérience plusieurs fois encore après. Donc, les migrants clandestins arabes, Pourquoi tu t'appuies pas sur des chiffres au bout d'un moment? Pourquoi tu fais pas le truc de base? Je sais pas, tu peux regarder le niveau de vie des migrants clandestins. C'est évident que tu as des statistiques là-dessus et c'est évident qu'ils gagnent pas 2500 € en moyenne. Qu'est-ce que tu racontes? sont persuadés qu'on gagne 5000 euros. Et eux, ils gagnent 2500 au black. Quand je leur ai dit 900 euros, ils ne croyaient pas le truc. Je leur ai montré mon compte. Du coup, parce qu'ils venaient me taxer des clopes, du coup, c'est eux qui m'ont payé des clopes ou des verres. Ok? Parce qu'en fait, ils ne le savent pas. Putain. Donc, quand on entretient des discours aussi confus que ça, et qu'on va voir des migrants clandestins dans des associations, et qu'on leur dit que tous les blancs sont des bourgeois racistes, sachez que ce sont Personne dit que tous les blancs sont des bourgeois racistes. à cause d'eux qu'on amplifie les phénomènes de baston racial sur le territoire. Moi, quand je rencontre un migrant, maintenant c'est systématique, je lui dis, quand il me demande une clope, je dis, bah, assis-toi à côté de moi, à ton avis, je gagne combien? Et toi, tu gagnes combien? Ils n'en reviennent pas. Ok? Ils n'en savent rien. Donc ces gens-là entretiennent la misère intellectuelle et le manque de conscience. Et là, maintenant, donc, les migrants clandestins, ils font partie du peuple. Et nous, non. D'accord? Pourquoi moi j'étais à 900 euros? Parce qu'on payait trop de taxes. Sinon, j'aurais été à 1006. Ok? Bah, je suis désolé, c'est juste que t'es un mauvais boutiquier, hein. Si tu gagnes 1006, bah ouais, tu peux pas payer tes cotisations, donc tu peux pas payer après la sécurité sociale, tu peux pas être pris en charge dans un hôpital bien et tout, tu participes moins et tout, bah du coup ouais, t'es un peu baisé. Alors heureusement, nous on est pour soigner tout le monde et on est pour que tu profites aussi de l'hôpital, mais oui, tu gagnes 1006 et que tu finis avec 900 net, bah ouais, t'es un peu finito, hein. Mais ça, c'est pas notre faute si t'es un mauvais boutiquier, hein. Bon. Ouais, carton rouge ultime. Voilà, t'as raison. Là, c'est n'importe quoi. Le peuple, c'est la classe moyenne blanche. C'est la majorité, voilà. Ou métisse, ou même pas blanche, moi je m'en fous. C'est la classe moyenne, c'est la classe moyenne. Les gens qui travaillent, en fait. C'est ça le peuple. Et Marx définit le prolétariat comme les travailleurs. Donc où est-ce qu'on est arrivé dans un monde où le prolétaire, c'est ou le clandestin pirate, ou Magalax sous aide sociale. Enfin, faut... Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, déjà Marx, il dit pas que le prolétariat, c'est les travailleurs. Il y a des gens qui sont des travailleurs et qui sont pas dans le prolétariat, notamment les petits bourgeois. Tu peux être un petit bourgeois et travailler, et tu pas dans le prolétariat. C'est les gens qui n'ont que leur force de travail à vendre et qui vont les vendre sur le marché à un bourgeois et qui vont se faire extorquer de la plus-value. Voilà, c'est un peu plus précis quand même. Alors oui, ils travaillent aussi. Je parle d'une meuf là sous aide sociale. Ben, une meuf sous aide sociale, elle est pas prolétaire du coup. Alors, elle peut le devenir, on peut dire que c'est une prolétaire qui a été privée de travail ou des trucs comme ça, mais elle n'est pas vraiment très clairement prolétaire. Donc, non, on n'a pas forcément ce discours-là. Par contre, oui, un migrant clandestin qui bosse, bah si, il est prolétaire. Le migrant clandestin qui bosse, il se fait d'autant plus extorquer que souvent il est payé sous le SMIC parce qu'il n'a pas les mêmes droits que tout le monde. C'est pour ça qu'il faut donner des droits aux migrants. Et bah, lui, c'est clairement un prolétaire. Par contre, toi, si t'es un petit bourgeois et tout, que t'as une boutique et tout, bah, t'es pas un prolétaire. C'est comme ça, nous, on n'y peut rien. Tu peux pas invoquer Marx pour dire ta bouillie là, confuse de merde, hein. être complètement fou. Mais ça peut se comprendre aussi de dire, ok, tout le monde, c'est le peuple. Bon, de toute façon, tout le monde, c'est le peuple. Voilà. On s'en fout. Le peuple. De toute façon, c'est une notion de merde, se battre pour le peuple. Bien sûr que tu te bats pour le peuple. T'es président de la République, tous ceux qui sont sur ton territoire, on te confie un territoire, le territoire, tu le gères. Donc on veut pas un mort, pas un mec qui crève la dalle, et point barre. Ils font partie du peuple et pas avec le petit bourgeois en même temps. Non, mais Ils font partie du peuple, mais pas avec le petit bourgeois en même temps. Le petit bourgeois, c'est nous, hein, je rappelle, c'est une classe moyenne, hein, n'oubliez jamais. Hein. Non, le petit bourgeois, c'est peut-être toi si tu vends des trucs sur le net et tout. Toi, t'es un petit bourgeois, mais
Non, toutes les personnes qui sont, pas petites bourgeoises, c'est pas des petits bourgeois. Encore une fois, c'est pas un gros mot, hein. Il y a des gens, tu sais, il y a des petits entrepreneurs, bah, c'est des petits bourgeois, donc factuellement, ils vont avoir tendance à avoir cette idée de: «Ouais, faut payer moins de cotisations parce que ça leur coûte cher. Il faut, bah, que mon employé, il prenne pas son congé, paternité, maternité, faut que mon employé, il parte pas trop en vacances, machin, parce que ça leur coûte cher». Donc ils ont une mentalité réactionnaire sur le plan social, où ils ont tendance à l'avoir, mais il y a des petits bourgeois qui sont progressistes et qui arrivent à faire ce travail en se disant: «Non, mais en fait, voilà, moi je suis, bah, je vais bien payer les gens et tout». Il y a des petits bourgeois qui sont progressistes, c'est pas le problème. Mais factuellement, objectivement, ils ont tendance à être réactionnaires parce que, ben, tout gain social des autres leur coûte à eux, quoi. Donc forcément, et c'est le problème de l'exploitation. Nous, on préférait que, ben, les gens, ils soient, pas petits bourgeois, qu'ils soient, salariés comme les autres, par exemple, ou voilà, qu'ils aient un autre rapport de production. Si, ils sont pas avec le petit bourgeois. Ça dépend du petit bourgeois. La bourgeoisie est un problème. La bourgeoisie, Ah. la question de la place du bourgeois est une question éminemment complexe parce Bah oui, parce que vous savez pas le définir. Parce que vous appelez bourgeois un mec à 2000 balles, donc t'imagines que ça va être complexe. Voilà. Frérot, c'est pas un niveau de vie, la bourgeoisie. C'est pas un niveau de vie. Ah, voilà, vous l'avez le bas le trou là. Ça rappelle Là, vous une avez cotation. l'intégral bas le trou là. Et propriété. Vous avez enfin la preuve. J'ai enfin pu faire la preuve de ce que je vous dis depuis 1 an et demi là, avec Pierre. Et Straight. C'est ça. Donc là, nous, dans le chat, quand on parle de la classe moyenne, t'as des mecs qui nous disent que la classe moyenne n'existe pas. Hein. Et en parallèle, t'as alors les deux gourous qui sont en train de dire c'est complexe la bourgeoisie. Il y a rien de complexe. Nécessite de regarder la situation et chaque situation de bourgeois au cas par cas. Il faut regarder les bourgeois les uns après les autres. Voilà. Parce que la Je pense bourgeoisie. que la bourgeoisie, ça existe pas, en gros. Non, je te dis, laisse-moi développer. Ah, si. La bourgeoisie, ça n'existe pas. Tu penses que la bourgeoisie, ça n'existe pas. Mais en fait, vous êtes dans l'erreur tous les deux. D'accord? Laisse-moi développer. Alors La vas-y, bourgeoisie, développe. c'est une question qui est extrêmement. Écoute ce que je te dis. C'est une question qui est extrêmement complexe parce qu'elle recouvre deux aspects. La bourgeoisie, c'est pas simplement une chose, c'est deux choses. Alors vas-y. C'est un certain niveau de vie, c'est-à-dire de conditions d'accès à un niveau matériel, et on pourrait y rajouter. Dites les chiffres, dites les chiffres. Par les chiffres, par les concrets, on va voir si c'est fiable. Ça sert à rien de parler en métaphore. Donne les chiffres, donne les chiffres. Donne les maths. On jugera sur pièce. La variable ou non d'être propriétaire réellement de ce qu'on possède, entre les gens qui ont des murs et les gens qui ont des chiffres sur un compte bancaire, mais c'est un niveau de richesse, et c'est. Pour lui, il n'y a pas de différence. Hein. Quasiment. T'es propriétaire ou pas propriétaire, ça change rien. T'es endetté ou t'es pas endetté, ça change rien non plus. Non mais faut se foutre de la gueule de qui, sérieusement? Un mec qui est pas propriétaire, s'il perd son boulot, il dort dehors. En 2 mois. Ok? Surtout que si on le surtaxe. Un mec qui est propriétaire, il dort pas dans la rue. Quand t'as un crédit, tu dors dans la rue, t'es foutu à la rue au bout de 6 mois, si t'arrives pas à payer ton crédit. Rare win de Teddy Boy. C'est sûr que si t'es propriétaire, c'est plus simple, mais en général, quand t'es bourgeois, tu es propriétaire de fait. Tu es propriétaire au moins d'un truc. Sinon, t'es pas un bourgeois. Après, tu peux revendre la baraque, mais t'es dans la merde. Tu dors dehors aussi, potentiellement. D'accord? Mais sinon, il n'y a pas de différence. Vous avez raison. Là. Jamais parler concret. Hein. Faut pas que ça soit trop concret. Hein. Nous, on vous parle d'une classe sociale, la classe moyenne, à qui on montre des immigrés pour dire ta vie pourrait être pire. Et ça donne tous les extraits qu'on vous a mis sur YouTube avec oh, bah c'est toujours ça de prix, 50 €. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Et parce que la classe moyenne, c'est la classe qui est consciente que, en 2 mois, une porte qui met 1000 € pour réparer une porte, un toit qui crame 50 000 balles, et boum, en 2 mois, t'es dehors, avec tes enfants. Et tu vas demander un logement, on va te dire, monsieur, vous avez... Bon, bah, pourquoi c'est particulièrement la petite bourgeoisie qui serait potentiellement dans la merde si son toit crame et que tu dois payer 50 000 balles? Si t'es prolo, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vraiment de la merde. Hein. Je suis désolé de vous infliger ça, c'est vraiment de la merde. Il raconte vraiment n'importe quoi. Hein. Encore 2600 € par mois. Ouais, mais je dors dehors, donc les 2600, je vais pas les garder longtemps. Ouais, il me faut vite un logement. Ah non, mais il y a des gens qui sont plus demandeurs. Hein. On dort dehors depuis 2 mois. Avec ma femme. Dans une voiture, en fait. Faut se dépêcher. Ouais, mais on peut pas se dépêcher. Non mais frérot, si tu gagnes 2600 balles par mois, tu dis oui, il y a des gens qui sont plus... qui ont la priorité sur moi, mais tu crois que les gens qui louent, ils préfèrent louer à des migrants clandestins qu'à un type qui gagne 2600 €? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Plus tu gagnes d'argent, plus c'est facile de louer. Arrête de raconter n'importe quoi. Bon bah j'ai perdu mon job. Maintenant je suis un pauvre. Ouais mais il y a d'autres gens, parce que pendant un moment, il faudra attendre l'année prochaine pour que votre bilan fiscal soit compatible. Voilà, bonne poire la classe moyenne. Qui courbe le dos, ouais. À un niveau matériel, et on pourrait y rajouter la variable ou non d'être propriétaire réellement de ce qu'on possède, entre Ah les oui. gens qui ont des murs et les gens pourrait, qui ont des ouais. chiffres sur un compte bancaire, mais c'est un niveau de richesse, et c'est une idéologie, un système d'opinion. Il y a les gens qui ont... C'est là où Greg, il est pas du tout... Enfin, en plus, quand tu parles à un marxiste, normalement, tu révises un peu ce que c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est pas un niveau de richesse, une échelle de valeur. C'est un rapport dans le mode de production capitaliste, de propriété qui te permet de l'exploitation des gens. C'est clairement ça. Après, oui, du coup, ils sont souvent plus riches.
ils ont souvent des valeurs particulières, parce que c'est une classe, donc les classes ont souvent des valeurs particulières. Bon, bah, il est d'accord. La bourgeoisie, c'est un certain niveau de richesse. Donc, à partir d'un certain niveau. Donc, il faut dire le chiffre. Et c'est une manière de penser. Donc, une culture. Donc, bah, pareil pour la classe moyenne. C'est un niveau de richesse, précis, une fourchette, et une culture. Voilà. C'est tout. C'est simple. C'est marrant, parce que là, il avoue ce que je vous disais depuis le début. Il pense qu'un type qui gagne 2005, qu'il soit petit propriétaire, ou fonctionnaire, ou salarié, c'est pareil. Alors, c'est tout à fait faux, hein, mais il pense ça. C'est comme ça que c'est défini, à gauche, depuis je sais pas combien de temps. C'est Pas juste du tout, mais frérot, tu t'humilies. qu'on refuse la classe moyenne. Vous n'avez pas de culture. Combien de fois des mecs de gauche bourgeois vous disent c'est pas de la vraie culture, vos BD, vos petits jeux vidéo, vos machins. Et puis quand la bande dessinée s'invite dans la bourgeoisie à la télévision, ah, on accueille la bande dessinée grâce à Marianne Satrapi qui raconte l'histoire sur... Bon, c'est nul et yesh. Est-ce qu'il y a un truc intéressant en plus ou pas? Par le maire. Mais évidemment que les petits bourgeois seront peut-être les dindons de la farce à la fin, mais les petits bourgeois, de toute façon, c'est une... La petite bourgeoisie, c'est une classe mourante dans le développement historique. Dans le développement historique, pas du tout. Parce que leur théorie à gauche, la petite bourgeoisie, donc la classe moyenne, pour eux, on est né... La petite bourgeoisie, donc la classe moyenne, j'adore. Putain, il comprend rien, putain, c'est horrible. à l'après-guerre, et on va mourir une fois l'industrialisation arrivée à bout de souffle. Putain, mais mec, la petite bourgeoisie, personne dit qu'elle est née à l'après-guerre, espèce de débile. La petite bourgeoisie, c'est justement né pendant la féodalité, pendant le Moyen-Âge. C'est tous les petits commerçants, les artisans et tout ça, la petite bourgeoisie. Et évidemment, c'est une classe mourante. Pourquoi? Parce qu'elle rentre en contradiction avec l'industrie. Et un mec qui fabrique, je sais pas, qui fabriquait des meubles et tout, aujourd'hui, bah, il est en concurrence face à Ikea, c'est compliqué. Donc les petits bourgeois sont obligés de se retrouver à faire du luxe, des choses comme ça, que l'industrie ne peut pas forcément faire. Mais donc du coup, il reste assez peu de petits bourgeois, il y en a de moins en moins, ou alors ils sont pressurisés parce qu'ils peuvent pas, tu peux pas faire la même qualité qu'IKEA, c'est une qualité pas ouf, pour le même prix qu'IKEA quand tu es un petit bourgeois. Tu vois, donc tu es obligé de te surspécialiser dans un truc de luxe. Ou alors de faire faillite, quoi. Ou alors de bosser 60 heures semaine et de bosser 35, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils sont contre le mode de production actuel. Donc ils se disent, ouais, non, mais on n'aime pas trop, en fait, le capitalisme à outrance, machin, parce qu'en fait, ce capitalisme à outrance rentre en contradiction avec eux. Mais étant donné que eux-mêmes, c'est des petits bourgeois et qu'ils ont une propriété lucrative d'un moyen de production qui est petit, ils emploient quelques personnes, eh ben, ils ne peuvent pas remettre en cause réellement le mode de production, ils ne peuvent pas remettre en cause le capitalisme en tant que tel parce qu'ils profitent du capitalisme. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent réactionnaires, les petits bourgeois. Ils sont contre ce qu'il y a actuellement, mais ils ne sont pas pour aller plus loin, abolir par exemple la propriété privée des moyens de production, socialiser tout ça. Mais ils sont pour revenir à ce qu'il y avait avant, à l'âge d'or de la féodalité et tout, ce qui n'arrivera pas en fait. Parce que cet âge d'or de la féodalité correspondait à un niveau technique et à des rapports de production qui n'existent plus du tout en fait. Alors la classe moyenne, c'est les artisans depuis les Étrusques. Ok, ça fait 5000 ans en fait. Les gars. On vous en fera la preuve, la démonstration avec Straight, un jour. Voilà, c'est les artisans. Je rappelle qu'il a dit la classe moyenne, c'est ceux qui composent à 80% nos viewers. Donc voilà, il y a 80% d'artisans qui nous regardent. Hein. Donc c'est faux. D'accord? C'est faux. Donc on vous survivra. Comme vous allez nous survivre. En fait, ils sont tous dans la thèse de Soral qui dit qu'il n'y a plus de classe moyenne. Ah oui, c'est vrai qu'il lui dit ça. Il n'y aura plus de classe moyenne. Il y aura toujours des classes moyennes. Voilà, artisan, paysan, exactement. Classe moyenne, c'est celui qui bosse. Maintenant, il y a des paysans dans le truc, on sait pas trop pourquoi. Ouais, d'accord, un ouvrier agricole, c'est qui gagne 1400 € par mois, pour toi, c'est la classe moyenne. Enfin, ok, du coup, ça veut dire quoi la classe moyenne? C'est celui qui bosse. D'accord, donc celui qui bosse, c'est la classe moyenne. Donc maintenant, un PDG qui gagne 25K par mois en bossant et un type qui gagne 900 balles en étant, je sais pas, une AESH ou une AVS et tout, une assistante de vie scolaire qui fait pas 35 heures semaine parce qu'elle a des horaires de merde et tout, et elle fait 28 heures semaine. Elle, elle bosse, mais elle est dans la même classe moyenne qu'un gars qui gagne 20 000. Ça n'a aucun sens, mec. Claire, qui a des compétences aussi. Donc il y en aura toujours. Mais ils comprennent même pas qu'ils en sont. Lui, dans sa caste, dans son travail, il est de classe moyenne. C'est sûrement son revenu. Mais bien sûr qu'elle est mourante, elle va se faire racketter, c'est des boomers. C'est pour ça qu'elle tend à être réactionnaire.
C'est parce qu'elle veut conserver quelque chose qui n'existe plus et que l'histoire ne repasse pas les plats. Elle va... Alors, je rappelle, contradiction qui sera pas soulevée par Greg. Tout à l'heure, il a dit qu'il y avait assez de richesses concentrées dans la poche des milliardaires pour nourrir toute la France et tout le monde entier. D'accord? Mais l'idée que la Tout le monde entier, ouais. Bah oui, si on prend les milliardaires, tout le monde, oui. Mais alors si on prend juste les milliardaires français, je sais pas. classe moyenne veut garder son niveau de vie, il dit c'est pas possible. La classe moyenne n'a pas le droit de rester à son niveau de vie. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a fait 8h50 sur ça. Je dis la petite bourgeoisie, je parle de la petite bourgeoisie. Et lui, il répond la classe moyenne. Mais il faut qu'on taxe les milliardaires pour aider les gens qui ne foutent rien à continuer leur niveau de vie. Mais nous, non. Vous entendez? Donc il est en train de dire que la majorité des gens, en fait, foutent rien. Enfin, voilà, moi je dis, il faut taxer les milliardaires pour pouvoir avoir Enfin, moi je suis même pas pour taxer les milliardaires. Hein, voilà, clairement, je suis un petit peu plus radical que ça, on va dire. Je suis pour le fait qu'il n'y ait pas de milliardaires. C'est pas normal qu'il y ait des milliardaires, que les gens puissent être milliardaires, extorquent assez de plus-value pour être milliardaires. Et donc je pense que tout cet argent devrait appartenir à la collectivité et permettre d'avoir des meilleures écoles, des meilleurs hôpitaux, un meilleur système productif. Je sais pas, ça pourrait passer dans la poste, on pourrait nationaliser les autoroutes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait et qu'on ne fait pas actuellement parce que il y a une privatisation des capitaux. Si toi, tu considères que c'est les gens qui foutent rien, les gens qui vont profiter des hôpitaux, de l'école, des routes, de la poste et tout, tu as le droit de détester la population française et de vouloir être entre petits boutiquiers, je sais pas trop quoi, sucer toute la journée uniquement les artisans ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas la population française, ça. Nous, la classe moyenne, on doit descendre. Donc la petite bourgeoisie. Donc la classe moyenne, on doit fermer notre gueule et nous déclasser. C'est vraiment, alors je fais ça une fois, mais je vais pas le faire 1000 fois. C'est vraiment un contenu pour teubé, hein. Le mec qui raconte n'importe quoi. Parce qu'il n'y a plus de pognon. Mais Et moi, je dis pas que les gens doivent tomber. Je dis que objectivement, la petite bourgeoisie, c'est une classe mourante dans l'histoire. C'est juste ce que je dis. Je dis pas que je suis pour ou contre. Je m'en tape en fait. Je dis juste que c'est une classe qui correspondait à la féodalité et qui se retrouve le cul entre deux chaises entre le prolétariat et la bourgeoisie aujourd'hui. les pauvres, si, il y a plein de pognon, c'est les riches. On va aller le récupérer. Donc Mélenchon, il va aller le récupérer, le pognon des riches. Mais les riches, c'est pas les riches. C'est nous. C'est la petite bourgeoisie. Alors justement, Mélenchon, il tape peut-être pas assez sur la petite bourgeoisie si on voulait être un peu sévère. Non mais Mélenchon, il est pas du tout anti-petit patron, anti-petite bourgeoisie. Hein. Mélenchon, il est pour taxer plus les gens à partir de 4 ou 4500 euros par mois. Je suis désolé, mais la plupart du petit bourgeois, ils gagnent pas forcément plus que 4500 euros par mois. C'est quand même très très gros, 4500 euros par mois. Et Mélenchon, justement, il est dans un truc qui est pas de taper sur des classes, mais lui, il a une notion un peu de peuple et il pense un peu comme Teddy Boy RSA, c'est-à-dire qu'il pense les choses en termes de niveau de vie. Donc il dit, voilà, au-dessus de 4500, il faut payer plus. Mais moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de parler de classe spécifique. C'est pas exactement pareil. Donc nous. Donc à 2000 euros. D'accord? Vous avez compris le schéma? On a compris ou pas? Est-ce que vous avez compris? Pangolin, j'ai un pote moyenne sup qui se saigne pour mettre son fils à Stanislas, il commence juste à comprendre qu'il n'en sera jamais. Complètement. Il n'intègre pas de rallye, les réseaux communautaires, etc. Même quand tu payes pour que ton enfant... Bon, après, moi, je raconte pas, mais j'ai des proches qui ont vécu ça. Même quand les parents de classe moyenne se mettent à gagner 50 000, 100 000 euros par mois et qui se saignent, même à crédit pour payer... Ils sont pas de classe moyenne, mec. S'ils gagnent 50 000 ou 100 000 euros par mois, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui gagne 100 000 euros par mois, mec? En quoi c'est la classe moyenne, du coup? des écoles à 100 000 balles par mois, et ben les bourgeois qui sont dedans n'acceptent pas l'évolution ou l'intégration de cet élève. Putain, Attends. C'est une dinguerie, hein. Alors c'est un type qui passe son temps à cracher sur les Français issus de l'immigration en disant qu'il ne faut pas les intégrer. Et par contre, il se plaint parce que les gens qui gagnent 100 000 euros par mois ne sont pas assez intégrés à Stanislas. C'est ce niveau de bourgeois mental, en fait, le mec. C'est très très grave que le petit Timothée ne puisse pas être intégré très bien à Stanislas alors que ses parents gagnent 100 000 euros par mois. Par contre, il faut taper sur les immigrés qui bossent 10 fois plus que Teddy Boy RSA dans des métiers durs et tout en gagnant moins parce que ce gars l'a choisi. Et c'est là où on voit que sa théorie machin de la classe moyenne qui ne tient pas debout, c'est vraiment les structures mentales qui te permettent de voter RN à la fin du compte. C'est-à-dire qu'il dit « Ah, la classe moyenne en a plein le cul » et
il a pas tapé une fois là sur les milliardaires. Il arrête pas de taper sur les gens d'en bas, sur les migrants, mais même sur les pauvres et tout, en disant que c'est des assistés, machin, les aides sociales, il y a trop d'aides sociales. C'est vraiment ça le truc. C'est le type, il gagne 2000 et il dit, alors lui il a dit qu'il gagnait 1600 et qu'il finissait à 900 ou je sais pas quoi, mais c'est le gars qui gagne un peu plus que celui qui gagne un peu moins et qui dit ah bah non mais le problème c'est le mec qui gagne un peu moins et gagne encore trop parce que moi voilà j'ai payé des taxes. Mais moi je suis d'accord que peut-être que les dites classe moyenne payent trop de taxes. Elles payent trop de taxes parce que peut-être que ceux en haut en payent pas assez. C'est aussi ça le truc. Mais lui, il va jamais taper sur ceux en haut, il va taper sur ceux du bas. C'est vraiment ouais, l'image là, le même avec un gars qui a un bonbon, il y a un mec qui en a 1000, et puis le mec qui en a 1000, il dit au gars qui a un bonbon, attention, le mec qui en a 0, il veut te le prendre ton bonbon. Tu vois, c'est exactement ça son structure mentale. C'est les structures mentales de la pénurie, quoi, et de la répartition de la pénurie et de comment on fait pour en garder un petit peu et taper sur ceux qui ont moins que nous, quoi. Donc, est-ce que vous avez bien saisi ce mécanisme? Après, vous pouvez ne pas être d'accord en commentaire, évidemment. Ça se trouve, je dis des énormes conneries. Les rallyes, c'est les fêtes de Bourges où ils s'enculent, en gros, pour se faire du réseau. Hein. Grossièrement, ils se prennent un peu de boisson, de coke. On va peut-être pas faire toute cette partie-là. Après, on va aller à 7h21. Putain, la vidéo, elle dure tellement longtemps. C'est là où je parle d'abolir la police nationale. Nationale, tu vois. La question, C'est pas... C'était la dignité pour les travailleurs. Ouais, on finit. Bah, je Fais sais du pas, tu travaux. peux rendre la police, tu Qu'est-ce peux qu'il par faut exemple faire abolir la police nationale, tu vois. la question qu'il faut se poser. Ah voilà, écoutez, c'est là. Vous avez entendu, je dis abolir la police nationale. C'est là que ça déconne, c'est la fin du truc. Donc, là, il balance au calme, faut abolir la... Alors, écoutez, Une forme de souveraineté là-dedans, c'est quoi ce que... Une certaine forme, c'est-à-dire. faut abolir la police nationale. Ben, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir exercer le pouvoir, on veut pouvoir... C'est-à-dire nous, la gauche. Bah, je sais pas, on va avoir par exemple le pouvoir d'État, on veut pouvoir transformer des institutions pour les rendre... C'est-à-dire bah, je sais pas, tu peux rendre la... Donc là, il est offensif, hein. Greg, c'est-à-dire. Oui, c'est bon, ouais, c'est bon, les... C'est-à-dire. Et attention, il va chuter. police, tu Qu'est-ce peux qu'il par faut exemple faire abolir la police nationale, tu vois. La question qu'il faut se poser, Par exemple, abolir la police nationale. Et il voulait en parler. Donc, lui, il veut le pouvoir, à gauche, pour abolir la police nationale. Donc là, on est devenu fou avec Straight. Et les autres, Avener et tout ça. Donc là, vous avez la preuve, c'est bien. Je l'ai pas. Ce qui est marrant, c'est que là, il y a Strike donc avec ses abonnés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ses abonnés qui ont conscience qu'il y a une institution en France qui s'appelle la police nationale et que toute forme de police n'est pas la police nationale. C'est-à-dire qu'il a pas conscience de ça. C'est le type, tu lui dis, ouais, bah, moi j'aimerais bien, je sais pas, bah, qu'il n'y ait plus de maison d'arrêt. Tu n'es pas en train de dire il faut plus de prison, par exemple. Tu dis j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de maison d'arrêt. Bah, peut y avoir d'autres types de prisons qui ne sont pas des maisons d'arrêt. Mais lui, il est là, ah nanana, il va mourir la prison. En fait, il comprend pas une phrase simple, quoi. Mais parce qu'en fait, il n'a pas la culture pour. Il est là, ça fait 8 ans qu'il fait enfin 8-10 ans qu'il fait de la boutiquerie et qu'il essaie de cacher des gauchistes B et il comprend pas en fait un discours un peu construit, quoi. Pas rêvé, j'étais bourré. Et on l'a spammé, le chat de Greg Tabibian, en disant abolir la police nationale, il faut le reprendre là-dessus, il faut le reprendre là-dessus, il faut le reprendre là-dessus. Pas du ring, est-ce que t'as déjà appelé la police? Est-ce que ta femme a déjà appelé la police? Est-ce que ta mère a déjà appelé la police? Comment tu fais pour garantir la sécurité dans ton hôpital? Que va faire Greg? Bas les couilles. Bas les couilles. Et vous allez voir des contradictions s'enchaîner, des occasions de tuer pas du ring, littéralement, parce que là c'est une pensée d'enfant de 12 ans. 8 peut-être. Ok? Donc je vous le repasse. Comme c'est vraiment le demi-habile de base, quoi. Et qui se permet de juger Greg en disant ouais, Greg il a pas relancé là, il est trop con. Non mais c'est qu'en fait tu ne comprends pas tu comprends pas des mots et des concepts simples, Teddy Boy. Et on s'écoute le flux. On inspire et on plonge. Une forme de souveraineté là-dedans, c'est quoi ce que... Une certaine forme, c'est-à-dire Ben, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir exercer le pouvoir, on veut pouvoir... C'est-à-dire bah, je sais pas, on va avoir par exemple le pouvoir d'État, on veut pouvoir transformer des institutions pour les rendre... C'est-à-dire bah, je sais pas, tu peux rendre la police, tu Qu'est-ce peux qu'il par faut exemple faire abolir la police nationale, tu vois. La question qu'il faut se poser, qui a été le gros drame de Mélenchon en 2017, qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça? Tu vas y arriver. Donc retrouver le pouvoir de l'État, la décision, etc. Tu veux parler du s'en Frexit, fout. c'est ça? Je s'en fous, Greg. C'est-à-dire Tu veux parler du Frexit, c'est ça? la question sur l'Europe. Mais Et là,
Deuxième douille. Écoutez, l'Europe, c'est incroyable, c'est le meilleur moment. Je te parle de l'Europe depuis tout à l'heure. Donc la question sur l'Europe. T'as pas parlé de l'Europe du tout, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il dit je te parle de l'Europe depuis tout à l'heure. Donc là, après, il va me parler de l'Europe et on va se faire un petit dernier extrait que j'ai mis. C'est à 7h35, je vais dire 7h35. Non, on est bien 7h35, putain. Donc là. Lordon le dit très bien, si un projet radical de gauche qui passe, on se fera attaquer. On se fera attaquer dans tous les cas, ça viendra du jeu, ça viendra des marchés financiers. Et il faudra aussi être organisé, savoir résister. Ça veut rien dire. Après la lutte de... c'est vrai en plus. D'après Marx, après la lutte des classes, c'est la fin de l'histoire. The end. Ah oui, j'avais relevé ça. Trop bien. C'est trop bien. Ouais, Teddy Boy, je t'apprendrai. Désolé, je me détends en même temps. Je t'apprendrai que, en fait, d'après Marx, voilà, si on renverse le capitalisme, c'est le début de l'histoire. Alors, comme tu ne l'as jamais lu et que tu te permets de dire des trucs, c'est le début, c'est la fin de la préhistoire de l'humanité. Marx dit qu'on est dans la préhistoire de l'humanité et qu'on débutera l'histoire quand on sera communiste. C'est ça qu'il dit. Et toi, tu dis, à la fin de la lutte des classes, ce sera la fin de l'histoire. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler vraiment de fin de lutte des classes chez Marx? Je pense pas. Le passage au communisme va peut-être laisser d'autres luttes, d'autres dialectiques en cours. Imaginez voilà, une fin comme ça fait un truc un peu... ouais, c'est un peu bizarre. Quand on a une pensée dialectique, c'est-à-dire qu'on a une pensée de l'évolution des contradictions, on pense toujours des contradictions. Alors les contradictions pourraient ne plus être de classe. Ça pourrait être des contradictions, par exemple, humanité-nature. Mais parler de fin de la lutte des classes, c'est un peu chelou, je trouve. Mais Marx ne parle pas de fin de l'histoire, mais de fin de la préhistoire de l'humanité, donc de début de l'histoire. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que tu dis. Bon, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, de toute façon tu ne le retiendras pas. Je pense sincèrement que tu es limité. Sur ce, je vais m'arrêter là. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. J'organise pas souvent des dîners de cons parce que c'est fatigant aussi pour moi. Je l'ai fait parce que c'était un mec qui m'a quand même insulté, qui a dit que j'étais un con, qui a même insulté Greg et tout, qui a dit qu'on était tous les deux des connards et tout, tous les deux des débiles, machin, et que lui, il était très intelligent avec ces trucs de classe moyenne qu'il n'a pas compris lui-même. J'espère qu'au moins, ça va lui permettre de redescendre un peu et puis d'avoir un peu l'humidité. Il ne faut pas parler aux grandes personnes quand on a le niveau d'un enfant de 8 ans sur certains sujets. Bah, il faut assumer qu'on n'a pas le niveau et puis retourner travailler. Sur ce, moi je vous invite à faire un petit don sur le Tipeee si ça vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, la chaîne principale. La chaîne principale étant Paduring, PASDUHRING. Je vous invite aussi à vous abonner sur